L'idée aujourd'hui, c'est de faire un point sur Fetch et de faire intervenir aussi des cofondateurs qui étaient présents depuis le début de l'histoire et qui travaillaient un peu dans l'ombre. Donc on a Lou et Nicolas et évidemment Jean-Charles qui est là. Et donc l'idée c'était d'essayer de parler un peu de cette histoire, du début à la fin, et d'expliquer un peu toutes les étapes qui ont eu lieu. On souhaitait le faire un peu de cette manière-là, pour qu'on puisse un peu échanger. Donc là, on considère qu'on est dans un salon, d'accord. Et n'hésitez surtout pas à parler et à poser des questions. Donc là, on est vraiment sur un échange. Donc on va avoir un fil conducteur, ça va être un fil chronologique, de l'idée jusqu'à la reprise, et essayer de faire en sorte que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé et d'avoir de l'autre côté une analyse des choses qui ont été bien faites et des choses qui ont été mal faites. Donc on est vraiment là, il n'y a pas de langue de bois, on est hyper transparent, c'est le but, j'espère. Voilà, et essayer de voir un peu cette histoire qui a été très connue et que tout le monde connaît, cette histoire de Fetch. Donc voilà, je vais laisser la parole, donc je vais juste présenter pour savoir ce que vous avez fait, au sein de la boîte qui vous étiez, et ensuite on parle du début, des One. Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer. Donc Lou Chardin, cofondateur avec Jean-Charles et Nicolas de Fetch. Je suis arrivé au début de l'idée en janvier 2015 quand Jean-Charles m'a demandé de participer à l'aventure. Et j'avais comme spécialité, on va dire, la finance et l'administratif. Donc j'ai été longtemps DAF chez Fetch pour à la fin m'occuper de la partie opérationnelle vraiment de l'entreprise, parce que voilà, il y avait de plus en plus de besoins sur l'optimisation de nos process en interne. J'ai eu deux métiers chez Fetch, donc DAF dans un premier temps et directeur opérationnel dans un second. Nicolas Castelli, du coup je suis aussi un des cofondateurs de Fetch. Donc initialement, je suis arrivé aussi au début, Lou m'avait demandé de parler du projet de créer une société, et du coup il avait besoin d'un juriste pour tout ce qui était lancement, paperasse, formalité, etc. Ça m'a bien botté. Alors comme j'étais en études au moment-là, mais je savais que j'avais d'autres projets professionnels en parallèle, on a convenu d'un commun accord dès le lancement que je sois associé, on va dire minoritaire, et que j'intervienne ponctuellement sur des problématiques juridiques, puisque c'est ma formation et c'est mon métier actuellement. Donc voilà. Et moi du coup Jean-Charles Cordali, cofondateur et CEO, dirigeant on va dire en français, c'est plus simple. Donc du coup moi c'est assez difficile à définir mon poste parce qu'il n'a pas de spécialité particulière, c'est vraiment dans les étapes en fait. Je me suis on va dire auto-viré plusieurs fois quand je recrutais des personnes qui prenaient ce que je faisais avant. Et donc voilà, on répondra aux questions et on va prendre chaque étape maintenant, je pense, comme Stéphane a proposé. Donc ok, début de l'idée. Comment c'est bon? C'est tendu un peu. Ah, comment c'est bon? Comment est venue l'idée? On me raconte vas-y, ouais, c'est Jean-Charles, c'est toi l'applicateur. C'était venu me voir avant avec une autre idée. Ouais, bon, brièvement, mais on s'est rencontrés en 2014. Donc là, j'étais pas l'initiative de cette idée, c'était un projet, on peut appeler ça, c'était un peu un snack en fait, on voulait faire à l'époque, avec un associé qui s'appelait Benjamin. Et on avait rencontré Stéphane ça devait être en septembre 2014. Et finalement, on avait arrêté de Benjamin parce qu'on avait fait beaucoup d'erreurs en fait, on était jeunes, j'avais 22 ans à ce moment-là, et on apprenait en fait, il fallait tout apprendre, on savait rien. Et on a fait des erreurs assez classiques d'une première expérience projet. Et ensuite, donc l'idée, je vais la faire courte, je voulais faire quelque chose qui me plaisait. En janvier 2015, je vais au cinéma, donc rien à voir avec une idée de boîte. J'étais voir un film qui s'appelle A Most Venture, qui est un film avec un businessman qui fait la livraison de pétrole dans les années 80. Vous entendez bien tous ou... Je parle plus fort, vous me dites sinon. Dans les années 80, du coup, livraison de pétrole. Et cette personne en fait m'a aspiré, je trouve le film hyper cool. Et le soir je suis rentré, je m'endors, vers 23h minuit, je me réveille à 2-3h du matin. Et je sais pas pourquoi j'ai faim en fait, c'est pour ça que je me réveille. Et je fais une connexion livraison et bouffe.
Et là je me dis en fait, c'est très bizarre, hein, c'est difficile à comprendre à l'extérieur, mais je fais une collection comme ça. Et en fait je me suis dit, j'aimerais pouvoir me faire livrer mes restos à Nancy. J'ai pensé aux restos à Nancy, et là je me suis dit, je peux pas me faire livrer celui-ci, en fait, tous les bons restos je peux pas me les faire livrer. Et du coup j'ai sorti mon ordi, j'ai ouvert un Google Doc, et pendant 3 heures, comme un fou presque, j'ai tapé sur mon clavier, et d'ailleurs j'ai encore le document, des fois je regardais de temps en temps qu'on avait avancé dans Fetch, et donc en fait ça a commencé comme ça, une espèce de connexion bizarre, une idée, et puis après le lendemain, je contacte Lou, quasiment le lendemain ou sur le lendemain, attentat Charlie Hebdo, je commence à travailler, parce que c'était le 6 janvier, le 7 janvier les attentats, et après voilà, donc je t'appelle du coup. Bah, tu m'appelles et du coup ça m'intéresse tout de suite parce que ça répond à une problématique, on va dire, qui est récurrente. Le fait de manger, on est obligé de manger chaque jour et on a de moins en moins le temps de cuisiner aujourd'hui. Donc j'ai tout de suite vu qu'il y avait un potentiel marché, on va dire, sur l'idée. Voilà, certaines idées viennent soit d'une problématique, soit d'autre chose, mais là la problématique était vraiment récurrente. Je voyais un marché, il n'y avait pas tellement d'acteurs aujourd'hui, on va dire, à Nancy, à part Allo Resto à l'époque, qui proposait pas énormément de produits. En France même. Même en France, voilà, c'était vraiment les débuts. En janvier 2015, il n'y avait pas Uber, il n'y avait pas Deliveroo, en tout cas pas à Nancy. Non, pas à Nancy. Ouais, c'est ça. Ils sont arrivés en 2015, un petit peu après, je crois, courant printemps. C'est avril. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a décidé de se lancer et on a commencé à travailler. Moi, je travaillais à côté parce que on n'avait pas on s'est pas payé tout de suite. On a mis combien de temps à se payer? 2 ans. Plus de 2 ans. Ouais, le premier salaire, c'était février ou mars 2017. Et l'idée, c'était janvier 2015. Ça donne. Ouais, c'est ça. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé à côté les week-ends ou les soirs ou certains jours dans la semaine pour pouvoir vivre et travailler en fait sur le projet. Et on a avancé comme ça jusqu'à juillet-août 2015 où on avait commencé déjà à travailler vraiment sur un premier produit MVP pour proposer donc à nos clients. C'était simplement en fait une page internet avec un PDF dessus et il y avait le menu de 1 ou 2 restaurants, je crois. Le premier jour, il y avait 2 restaurants. 2 restaurants. Donc on prenait les commandes vraiment par téléphone, on notait tout à la main, on envoyait à l'époque on avait recruté je crois 2 livreurs pour faire les premières livraisons. Ça c'était avant ou après la papinière? Ça s'est fait à peu près en même temps. Bien plus tôt à la papinière, on est arrivé en mars. Arrivé à la papinière. On est arrivé à la papinière. Et là on discute du sujet et je vous ai dit, j'ai rencontré le patron de Deliveroo il y a 2 semaines. À Paris c'est mort, parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs. Essayez de devenir peut-être celui de région. Ouais. Et là, vous êtes venu à Paris. On va passer l'épisode où je me suis cassé la gueule avec un moto. Mais c'était filmé, je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'aurais bien voulu. Et en fait, on avait une start-up à Paris qui faisait de la livraison logistique en groupe cargo bike, donc des vélos qui faisaient 250, qui transportaient 250 kg de colis. Et j'ai dit à toi aussi, tu étais là. Oui, les 3 étaient là. Assez rapidement. Et j'aurais dit montez sur les vélos, suivez le livreur. Et vous êtes partis dans Paris à vélo. Nicolas, pas longtemps, mais. Non, c'est ça. Moi, tu m'as pris en moto. Il a déraillé dans ta grande solitude. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont compris ce qu'était une tournée, etc. à voir. Et là-dessus, il y a eu aussi. Tu étais en contact avec le patron de la boîte qui t'a donné les spécificités des sacs à dos, des machins, etc. Donc il y a eu cet épisode-là, et ensuite il y a eu Emma Livraison. Ouais. Ah oui. Sacrée histoire, ça. On peut en parler un petit peu si tu veux. Ouais, ça c'était intéressant. Ça c'était la mise au point du modèle économique justement sur lequel on bossait, parce qu'à la base vous étiez, donc il y avait Emma Livraison qui était un système de livraison qui lui engageait des livreurs. Erreur fondamentale sur de la livraison. Parce que dès qu'il fait froid, les gens sont malades, on ne vient pas, etc. Et donc c'est à ce moment-là où on a réfléchi sur le modèle. À la base, tu voulais t'associer avec eux. Et c'était... Je vais raconter dessus un peu, mais... Vas-y, c'était rendez-vous aux gens à mort. C'est ça. Et en fait, donc Emma Livraison, donc, à la base c'était juste une personne qui était vraiment un coursier individuel et qui avait une ambition assez louable de créer une structure avec plein de coursiers, comme tu disais, peut-être en CDI ou peut-être pas, il était encore dans les expectatives là-dessus, je ne savais pas. Et en fait, très rapidement on s'est dit,
pour commencer, ce sera peut-être plus simple d'avoir un prestataire pour gérer cette partie livraison qui nous paraissait très compliquée, donc on ne connaissait rien là-dedans. Et c'est déjà compliqué comme business, donc d'ailleurs la plupart des boîtes ne gèrent pas leur propre livreur à Paris, ils utilisent notamment Stuart qui est assez connu à Paris. Et donc du coup on pensait que c'était un bon plan, cette chose-là. Donc nous on gère le marketing, on gère la com, on gère le site, etc. Mais les livraisons, c'est Emma Livraison qui gère. Et au final il s'est trouvé que, voilà, que cette personne n'était pas forcément très compétente, on va dire, et très recommandable. Et du coup, ce qu'il faut retenir à cette phase-là, en gros, c'est qu'on a créé un petit peu notre concurrence. On avait été assez naïf, notamment avec toi, on avait pas mal échangé avec lui. On lui avait même donné accès à notre business plan, on va dire. Moi, j'avais démarché beaucoup de restos, j'avais dit celui-là, ils vont signer. Enfin, si on avait un contrat, ils signeraient. Et en fait, quand on a arrêté de travailler avec lui, parce que ce qui était la meilleure décision qu'on a prise d'ailleurs la première année, il allait tous les signer à 0%. Et du coup après ça, c'était pas une phase évidente parce qu'on se retrouve, en fait on est inconnu au bataillon, on fait un peu d'articles, mais voilà, un projet on va dire, et on se retrouve contre un concurrent qui met gratuit notre business model, quoi, qui est prêt à faire à 0%, et à l'inverse il mettait des frais de livraison qui étaient hyper chers, c'était genre 7, 8, 10 euros les frais de livraison. Mais bon, en tout cas moi c'était ma vision à l'époque, ce que je l'avais dit notamment, si on n'était pas capable de battre une petite entreprise locale comme ça qui se crée, c'est qu'on ne peut pas créer une start-up comme on avait l'ambition de faire avec Fetch. Donc autrement dit, voilà, soit on l'éclate, soit il nous éclate, mais au moins on verra la vérité rapidement. Et finalement, ça n'a pas duré très longtemps. En moins de 3-4 mois, on l'a dépassé, et après au final, on a dû avoir, c'est dur à estimer, mais au moins 90% du marché très vite. Et puis après, lui, il a fermé petit à petit, et ça a duré peut-être... ça a duré quand même une bonne année et demie quand même. Ouais. Et c'est à ce moment-là que vous aviez pris avec nous la décision de passer en auto-entrepreneur. Et de se dire, voilà, on va partir sur l'auto-entrepreneur, on va pas bosser avec Emma, et on passe en auto-entrepreneur. Pour l'URSSAF, c'est pas grave, mais on passe en auto-entrepreneur. Je pense... Je peux intervenir là-dessus. Il y avait un gros problème aussi avec cette boîte concurrence, c'est qu'initialement, elle envisageait de salarier ses livreurs. Bon, avec des frais de livraison moindres, une commission sur le resto faible, c'est un business qui est clairement, pas rentable. Déjà en indépendance, c'est pas évident. Donc vraiment, on a pris la décision, oui, de faire appel à des prestataires indépendants, à des prestataires entrepreneurs. Donc là, on rentre un petit peu dans ce qui a pu être une polémique et qui l'est encore de l'ubérisation, c'est-à-dire qu'effectivement les livreurs n'étaient pas salariés de la structure, c'était des prestataires indépendants qui nous fournissaient une prestation de livraison. Là-dessus, je suis intervenu aussi assez rapidement en disant attention, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec un prestataire indépendant, on ne peut pas lui donner trop de directives, il faut qu'ils restent indépendants dans leur mode d'exercice. Donc ça a été un peu casse-tête d'arriver à ficeler des contrats qui tenaient la route, et tout en indiquant à l'équipe en place, ce qu'on appelle les team managers, qu'il ne fallait pas c'était le sujet le plus important. Qu'ils fassent n'importe quoi avec les livreurs. C'était pas les salariés, c'était des indépendants. Quand il y avait des soucis, il n'y avait pas de pouvoir de sanction. Donc c'était vraiment une étape où je me suis bien éclaté, parce que la polémique afférente à l'ubérisation commençait un peu à gonfler sur Paris, où il y avait des livreurs Deliveroo, TTC aussi, une boîte qui a fait faillite, et en fait comme ces livreurs étaient en indépendant, la boîte était en liquidation, ils avaient des créances à l'égard de la société, et comme ils n'étaient pas salariés, il n'y a pas ce qu'on appelle l'AGS, l'association de garantie des salaires, qui est intervenue. Donc il y a beaucoup de livreurs qui ont perdu un mois de livraison. Ils se sont retournés contre eux d'ailleurs pour qu'ils bossaient que pour après le t-shirt, le sac. Voilà. Il y a aussi toutes ces problématiques en disant attention, faut faire attention à pas trop les identifier à Fetch, quoi. Et même au niveau de l'habillement, au niveau des moyens mis à disposition, ça c'était... En fait on leur donnait totale liberté sur leur planning, donc leur jour de présence durant la semaine, mais il n'y avait aussi aucune sanction interne liée à un retard ou une absence d'un livreur. Du coup on a pris le problème, on va dire, à l'inverse, et on a essayé de créer, on va dire, une famille, une petite famille soudée en interne sur la team des livreurs, pour pouvoir justement avoir un taux de rétention important, mais qui soit aussi présent sur l'ensemble des shifts. Et ça, c'était vraiment une donnée clé chez nous, c'était d'avoir des livreurs en temps et en heure,
selon le besoin de chaque jour. Voilà. Tu as de la proximité, la question du local au début, c'est ça qui a fait qu'on a, ouais, c'est ça. Pas trouvé tout de suite, c'est grâce au local surtout ouais. qu'on a pu avoir ça. Oui, c'est surtout ça, c'est parce qu'en fait historiquement, nous on a commencé à travailler, on n'avait pas de bureau, donc on a fait tous les cafés de Nancy pour travailler, les premiers dispatchs. Il y a Google qui arrive en retard. Google, s'il vous plaît. Pardon. Les premiers dispatchs, donc les dispatchs, c'est voilà, l'envoi des commandes au livreur et le service client derrière. On le faisait dans les cafés, donc avec une clé 3G et puis notre téléphone portable. Donc des fois c'était très difficile de recevoir les commandes, des fois on avait des coupures, enfin, c'était vraiment assez catastrophique. On n'en avait pas trop, donc ça va. Ouais, artisanal. C'est ça, c'était très artisanal. Après on a eu un local, un garage qu'on louait 150 € par mois à l'époque, qu'on a retapé, on a mis 2-3 prises et puis et on a pris encore une clé 3G. C'est un livreur On peut postuler si tu veux. Et du coup ça nous a soudés avec les livreurs parce qu'on partageait en fait ces moments avec eux avant le shift et après le shift. C'est-à-dire que voilà, au début ils venaient chercher leur sac, on n'avait pas assez de sacs pour l'ensemble des livreurs, on n'avait pas de trésorerie. Il faut savoir que nous on a monté Fetch avec je crois que c'était 1 000 € de capital de départ. On a tenu avec 1 500 € pendant les 12 premiers mois et après on était rentable parce qu'on ne se payait pas, donc c'est facile d'être rentable quand on ne se paye pas. Et comme tu dis, ouais, ça c'était très des moyens limités aussi. C'est ça, donc ils venaient chercher les sacs à chaque shift et en fin de shift, voilà, on devenait bien avec eux et ça nous permettait vraiment de créer un lien fort avec eux. Et ce qui nous permettait de réduire les recrutements, donc les coûts liés au recrutement, et tout un tas de choses pour les liens de subordination notamment. Ouais. Ça c'était le début. Ensuite, là on part du garage, avec les 3G. Il y a un truc pas mal sur la phase du groupe privé. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait un groupe, ça avait bien fonctionné. Ça avait bien fonctionné. En fait on avait fait... Nous on avait 1% du capital à l'époque. C'est ça. Et puissant. Et en fait, on avait fait un groupe privé au lancement. Après, on lance sa boîte, on espère tous avoir des clients. On est presque à payer pour avoir des clients presque au début, pour tester sa solution. Et nous, on a fait l'inverse. On a créé un groupe privé qu'on appelait sur Facebook, du coup. On appelait le groupe VIP Fetch. Et en fait, on a dit, voilà, 50 personnes vont pouvoir s'inscrire. Vous avez le temps que vous avez. Nous, on espère. Ça allait prendre 3 jours. En fait, ça a pris peut-être 2-3 heures à se remplir. Il y en avait 80. J'ai dit bon c'est fini, on bloque, on a mis comme les 80. Et après on avait fait tout un système en fait de liste d'attente on va dire. Qui était fait à la mano parce qu'on n'avait même pas un tool derrière, on n'utilisait même pas un outil qui permettait de faire les listes d'attente. Donc c'était comme une boîte de nuit, toi tu peux rentrer, toi tu rentres pas, toi tu peux rentrer. Et du coup il y a eu, c'était très organique, on avait... C'est ça. C'était bien sur 2 points en fait, parce que rien qu'au niveau marketing, ça fait parler énormément toutes les personnes qui rentraient dans le groupe, en parler autour de soi pour dire voilà, je suis dans le groupe, j'ai pu commander, ainsi de suite. Donc niveau marketing c'était très fort. Et même niveau opérationnel, ça nous a permis de maintenir une qualité de service tout au long de cette phase de test parce que c'était vraiment notre première entrée avec des volumétries un peu plus importantes. Et il faut savoir que sur la livraison, si la livraison ne vient pas à l'heure une fois, on peut faire un geste, mais si ça n'arrive pas 3 fois de suite à la bonne heure, le client est parti peut-être pour toujours chez le concurrent. Donc ça nous a permis de réguler aussi notre SAV et notre flux de commande. Sachant qu'en plus au début, ça c'est plus quand on démarre sa boîte, le plus important c'est d'essayer d'avoir une bonne rétention des clients. L'acquisition, on s'en fout un petit peu, il faut surtout voir si les gens y recommandent, du coup, surtout qu'on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien, c'est faire une qualité de service irréprochable. Donc ça va jusque, je crois qu'il y avait, c'était Nico, peut-être la seule livraison en voiture de l'histoire de Fetch. Oui, j'avais dépanné une fois. Je l'avais garé un peu plus loin. Ça on ne disait pas. Mais oui, il fallait être prêt à prendre la voiture tant que le client se passe, ça va. Artisanal. En fait, c'est ça. Mais on a toujours mis en avant la qualité de service, même si sur la livraison de nourriture, c'est quand même quelque chose de très difficile. C'est quand même très fragile. On a plusieurs parties. On a le restaurant, le livreur, mais aussi le client qui peut ne pas être là en arrivant. Et du coup, on a toujours essayé de mettre en avant cette qualité de service et en interne de travailler dans ce sens-là.
même à la fin de Fetch, on prenait aucune décision marketing à la journée, tout était planifié pour avoir le nombre adéquat de livreurs tel soir de promotion par exemple ou autre. Et ça c'était très important aussi. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions ou si vous voulez faire des remarques. Vous étiez utilisateur vous à l'époque? Personne? Il n'y avait pas de clients. Il n'y avait pas de utilisateur. Ah, du début tu parles. Ouais. Et peut-être parler de la partie quand on lance en public et après la croissance. Je me suis. On a lancé en public, c'était janvier 2016, donc un an après l'idée. Lancement au public et là on a vu que chaque semaine on avait des croissances à 2 chiffres. Et c'était motivant, c'était difficile aussi à avoir sur la fin une charge de travail importante parce qu'à l'époque là on était 3, enfin surtout nous 2 on va dire la journée. Il y avait un deuxième loup, on en parlera après. Qui était le 4e. Ouais, c'est ça. Transparent. Exactement, oui, qui a travaillé un petit peu avec nous au début. Mais il faut savoir que voilà, on était 2 à travailler pour le développement de la boîte, mais aussi le SAV et le dispatch, donc midi et soir. Au début, on n'était pas ouvert 7 jours sur 7, mais 5 jours sur 7. Mais après, c'était du 7 jours sur 7 de ville, et on était encore 2 personnes quand on a ouvert Metz. Et là, c'était quand même très... Mais ouais, la phase en janvier, c'était en fait en janvier-février, on ouvre au public et en fait c'est la phase que je vous souhaite tous quand vous montez une boîte, ce qu'on appelle le product market fit, c'est quand c'est la fusée à l'école. C'était incroyable. Comme tu sais, c'était des croissances entre 10 et 40%. Enfin, des fois, c'était 40% de croissance la semaine. Enfin, c'était indécent. Et à ce moment-là, c'est vrai que notre travail, c'était, comme tu dis, c'était le dispatch le soir, au midi, recruter tout le temps des livreurs, parce qu'au final, il y a plus d'électricité, pas du tout, mais 40% potentiellement commandent en plus la semaine prochaine, donc il faut beaucoup plus de livreurs dans la flotte. Acheter du matériel, bien gérer les stocks, là c'était important ta partie financière aussi, parce qu'on vivait avec très peu d'argent. Et en plus, moi j'avais été un peu ambitieux, je crois, moi je dis on va ouvrir Metz en plus. On va ouvrir Metz, alors qu'on n'a pas d'argent à ce moment-là, mais je sentais faire. C'est comme dans les stades de foot en fait, il y a des gens qui. Et ouais, du coup, donc, on est parti sur Metz assez vite et il y a eu la levée de fonds, enfin on pourra en parler aussi, ça du coup, en parallèle, on a travaillé sur notre première levée de fonds. Du coup, c'était vers avril-mai 2016. Et du coup, en fait, c'était ma vision, c'était de dire plutôt que d'essayer de lever trop tôt des fonds, on va vraiment se concentrer là, entre janvier et mai, juin sur les métriques, la croissance et de l'honneur. Et après, c'était un peu prétentieux, optimiste, mais les investisseurs ils vont venir de même. En fait, c'est ce qui s'est passé en plus. Je serais sûr, il y avait des assureurs, il y avait 2-3 BA qui nous avaient contactés. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer un peu la valeur sur les BA ou Si, en fait, cette phase là où on avait donc ouvert Nancy au public en janvier jusqu'en juillet, donc on a ouvert Metz juste après, on avait la trésor pour avancer, mais Metz, on n'avait pas assez d'argent pour ouvrir la ville. Mais on voulait ouvrir la ville quand même avant d'avoir les fonds. On pouvait la pré-ouvrir en fait. Voilà. Ça coûtait 15 € d'aller. Du coup, je prenais le billet de train, ça a augmenté depuis mai dans 6 d'ailleurs, mais c'était 15 € à l'époque, et du coup, 15 € c'était beaucoup, donc il fallait que je m'arrache la journée pour rentabiliser mes 15 €. Et il y avait Lou Roy d'ailleurs, l'autre associé qui était en avec nous à ce moment-là, et en 3-4 semaines, on a signé 17 restos. Ça nous avait pris 6 mois, 8 mois à le faire sur Nancy. Donc on voyait déjà la différence de maturité pour nous, mais aussi de force de la marque en fait, qui permet qu'on a fait une première preuve sur la ville. La première ville nous a aidé à prouver. Du coup, c'était beaucoup plus simple sur la deuxième. Et aussi, au niveau financier, ce qui était important, donc on n'avait pas assez d'argent pour l'ouvrir, mais on avait les flux de trésorerie pour l'ouvrir. Enfin, du coup, on avait l'argent pour l'ouvrir. À l'époque, on avait encore le droit d'utiliser l'argent des tiers avant la fermeture de TechEasy. Donc Fetch, financièrement, c'était quoi? C'était tripartite, donc entre les restaurants, les clients et les livreurs. Donc on collectait en tant que mandataire l'argent des restaurants et des livreurs. Donc chaque client qui payait sur le site, nous on l'encaissait et on le reversait 30 jours fin de mois à nos partenaires. Il y avait des dates aussi différentes en fonction des contrats, et les livreurs n'avaient pas aussi les mêmes contrats. Mais voilà, on avait une trésorerie importante sur des périodes assez longues, on va dire. Et du coup, on l'a utilisé pour ouvrir Metz.
Et ça a été aussi regardé par les investisseurs, parce que les investisseurs aussi regardent beaucoup les flux de trésor. Un PNL, c'est tout beau, mais ça peut être négatif, on va dire, sur toutes les lignes, toutes les années. Un flux de trésor peut être en positif ces mêmes années. Donc on a utilisé ces flux de trésor pour vraiment ouvrir la ville. On a ouvert avant d'avoir levé des fonds. Ouais, c'était conjoint en fait. C'est ça. Et on avait quelques investisseurs, donc des BA de la région, qui nous avaient contactés individuellement pour mettre de l'argent parce que. C'est la cible. Ouais, c'est ça. C'était avec Boris Warnier, enfin c'était avec on a levé avec List en fait. Il y avait même d'autres BA qui nous avaient contactés, vraiment des individuels qui étaient même. Il y avait même des gens de Bordeaux qui m'avaient contacté, enfin je sais pas même qui me connaissaient. Et ça a été rapide parce que je me souviens, il y avait Boris qui m'avait appelé. Et je sais pas si tu te souviens, c'est un mardi, moi je pars dispatcher, donc le local c'était avenue de la Libération, presque en haut, enfin, moitié plus on va dire. Donc je me tapais tous les jours, enfin on se tapait tous les jours le truc à pied si on n'avait pas le choix. Et il y a Boris qui m'appelle et me dit est-ce que vous voulez faire le process pour pouvoir passer devant tous les jeudis, les deuxièmes jeudis du mois, ils disent qu'on fait passer des startups en fait, voilà donc 2 par mois. Et moi je lui dis mais c'est trop ton process, ça prend 3-4 pas avant qu'on passe de vous. Vous voyez des gars qui veulent investir, j'exagère, je dis demain. Et il me dit, il me rappelle, je te rappelle, et il me dit tu peux passer jeudi si tu veux. Je dis, ok, c'est déjà mieux, pas de dossier à faire, au moins on passe dans 2 jours, c'est bien. Sauf que le problème c'est qu'il fallait préparer une présentation. Et là on avait rien du tout. Et il fallait dispatcher le soir, on avait des trucs à faire le lendemain. Et après, je crois que tu nous avais aidé aussi. Ouais, oui, j'ai corrigé. On était tous venus. Il aimait bien après j'ai vu Nicolas. C'est vrai que oui, en 2 jours, on s'est trouvé. Ah ouais, on était 4 dans le local. Et je sais pas si tu veux reprendre. C'était avec nous, donc tu peux en parler. La journée où on préparait le pitch deck, tout ça. Bon, moi, après, j'ai pas traité le fond, mais je me souviens de l'ambiance qui était un petit peu tendue, parce que oui, 2 jours après, on est censé passer devant. Normalement, on est censé passer devant un investisseur, donc. Pareil, on savait pas trop aussi comment présenter un pitch, donc. Et puis les tableaux de bord n'étaient pas finalisés, on n'avait pas tout le financier, t'as dit ouais, c'était assez. Pas dormi la nuit. Ouais, on dormait pas beaucoup, mais non, ça s'est bien passé. Enfin, c'est à toi. Ouais, c'est assez moi qui suis allé, ouais, mais les coulisses, pour ceux qui l'ont déjà fait, on arrive et en fait, ils sont une quinzaine, on va dire, dans une salle. On sait pas qui est qui et ils parlent pas trop au début. Ils disent allez, raconte c'est quoi ta boîte et t'as 15-20 minutes pour convaincre le panel d'investisseurs. Et en fait ça s'est super bien passé. Il y avait un truc c'était assez marrant, ce qu'ils m'ont dit le lendemain, c'est on a tellement pas eu le temps de préparer qu'on avait inversé 2 slides et en fait du coup j'ai bugué parce que quand je mets le truc je me dis c'est pas l'ordre que j'avais préparé dans ma tête. Et du coup, j'ai dû passer un peu pour un gars qui galérait au début. Et à la fin, ils m'ont dit on a bien aimé en fait ta capacité de je sais pas comment dire, de gérer, de me remettre en d'aplomb, on va dire, par rapport à la situation qui était stressante. En fait, c'est juste que le slide était inversé. Et le lendemain, il m'appelle à 7h du matin, c'est Christophe Paco qui est un mec génial. Enfin, vraiment, c'était super de travailler avec List, qui m'appelle à 7h du mat pour un jeu. Et il me dit on veut tous investir, enfin, on est tous chauds, on kiffe ce que vous faites. Et après, du coup. Je me souviens, le lendemain, on le voit, et là tu prends un accident de voiture, je sais pas si tu te souviens. Si, premier rendez-vous, moi je les avais pas vus au pitch, j'étais en train de dispatcher, et du coup, premier rendez-vous le lendemain avec Christophe et un de ses associés de chez List. Et je vais au rendez-vous, et là il y a quelqu'un qui me rentre dedans, donc impossible d'aller au rendez-vous en retard. Je dis c'est bon, on signe pas aujourd'hui, c'est fini. Mais ça s'est bien passé, et après ça nous a permis donc d'ouvrir une messe. En juillet 2016 du coup. 2016. Et d'avoir l'augmentation de capital n'a pas encore été faite. Elle s'est faite en juin. Alors du coup on était passé à 10 000 je crois. Avant. On ouvre Messe avant. On ouvre pas Messe avant, on pré-ouvre, on va dire, donc on fait la partie qu'on appelle le launcher, celui qui avait ouvert la ville. Bon là c'est moi qui l'avais fait avec Leroy. Donc on a les restos qui sont prêts, mais on les met un peu en stand-by, on va dire, le temps d'avoir les fonds, parce que ça coûte de l'argent en fait d'acheter il y avait des sacs à acheter, il y avait plein de trucs quoi. Donc là, augmentation de capital avant. Je sais pas. Avec List, ILP. Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette réunion, racontez-moi. Ouais, c'était pas mal. S'il vous plaît. C'était. tu veux raconter peut-être C'était à la signature Nous, on vous avait fait part du fait qu'on souhaitait certainement investir.
on a fait une news. Et un jour, on se retrouve à la réunion où On était. c'était la signature. Ah non, c'était prévu, quand même avant, mais j'avais André au téléphone. Ce qu'on n'avait pas fait, en fait, c'était le droit de préemption, on n'avait pas envoyé, on avait fait la connerie. C'était il expliquera mieux Nico d'ailleurs. Bon, après ça, c'était notre première assemblée générale, donc tout n'a pas forcément été fait dans les règles de l'art. Quand il y a une augmentation de capital, il y a ce qu'on appelle un DPS, un droit de préférence de souscription, qui permet aux associés en place de ne pas se faire diluer, c'est-à-dire que vous avez 1% avant l'augmentation, vous devez avoir la possibilité de souscrire à des actions qui vous permettront post-assemblée de rester, post-augmentation de rester à 1%. Et bon, on a un petit peu zappé, bon, il y avait aussi... En plus, on s'est arrangé parce qu'après vous avez eu la... moi je suis arrivé à la réunion, je suis tombé des nues, je me dis vous foutez de ma gueule. Tu savais parce qu'on avait le... Et si j'avais la capacité de pouvoir annuler, m'a dit si on annule, bah, ça reporte de 3 mois, il vous restait très peu de cash, je fais ça, en fait j'existais plus. Et j'ai décidé de ne pas le faire. Ah oui, c'est trouvé une solution. Après, on a trouvé une solution de... Et c'est vrai que c'était très électrique, c'était une AG, pour nous, pour notre première AG, on se dit, mais j'espère que c'est pas comme ça à chaque fois et tout. N'est-ce pas, il y avait aussi d'autres problématiques. Il y a une autre problématique aussi. Normalement, il faut que tous les associés soient représentés pour une assemblée générale. Il y avait un associé passif qui était absent. On avait un peu zappé lui demander une procuration. Alors, encore 5 minutes avant l'AG, on l'avait pas. Donc, bon, du coup, quelqu'un qui a signé pour lui. On a fait un peu de mamaille juridique. Mais donc, on est arrivé dans un état un peu de stress qui fait qu'on avait. Les statuts n'étaient pas imprimés, on a tout imprimé sur place. Puis même, je vais reconnaître, je connaissais pas tout. Je connais évidemment pas encore toutes les subtilités juridiques, mais c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Ça sortait de notre métier, on savait faire ce qu'on faisait, mais le juridique c'était pas... Enfin, même avec ton... Finalement, on a quand même réussi à trouver une solution de compromis. Je vous avoue que nous, on était vraiment fumasse. Là, j'ai on a vu. Et c'est bien parce que du coup, tu vois, on va parler que de ça, mais toi, André m'a toujours dit, moi avec André on a une bonne relation, on joue assez régulièrement, il m'a toujours dit, moi j'investirais pas dans Fetch, et il avait des très bonnes raisons de ne pas le faire du coup. À l'époque, on regardait ça différemment, on aurait pu peut-être allonger un petit peu, on n'aurait pas pu mettre beaucoup parce que... Nous on se rendait pas compte en fait, nous on était plus en mode, moi ce que j'avais compris c'était qu'on avait déconné parce qu'on n'avait pas bien envoyé, enfin déconné, c'était plus une expérience et une erreur en fait. Les documents de l'augmentation Kepler elle peut être caduque. C'est ça. Et j'aurais pu me retourner après. Et du coup on a récupéré. Après j'ai racheté des parts à Olivier. Donc on a récupéré notre pourcent. C'est ça. Alors qu'on aurait peut-être voulu avoir un petit peu plus, mais ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas très contents. Moi, c'est les aléas de la vie de l'entreprise, on va dire. La suite. Donc, oui, donc la page de Metz, si tu veux. Ouverture de Metz, donc, et on est arrivé sur la période vraiment qui était intéressante pour nous, donc septembre, retour des étudiants et du temps aussi, parce que nous dans notre métier, vraiment la météo joue beaucoup, c'était des gaps entre 30 et 50% en fonction de la météo. Et la croissance encore septembre, octobre, novembre, décembre, grosse croissance. Et en même temps, on a préparé la levée. C'était assez compliqué parce qu'en fait, il y a Take It Easy, les concurrents qui étaient très forts, mais qui ont fait énorme sur la fin, qui ferment en juillet. Et en fait, ça c'est un événement majeur, je pense, dans Fetch, quand je l'ai réfléchi à posteriori, parce que ça nous a contraints en fait, de ne pas pouvoir lever en fait, avec des fonds parisiens, parce que c'était bouché. Il y a les Deliveroo qui a 300 millions, Take It Easy qui ferme. Et moi là je vais à Paris, je fais quelques journées à Paris pour chercher des investisseurs. C'était en quel mois ça? Là c'était on peut faire en juillet, moi j'ai eu fin ou début septembre du coup. 2017. 2016. Puisqu'en fait il était petit le premier tour, tu avais participé, et enfin pas participé du coup. Non, c'est pour ça qu'il était petit du coup. Mais en fait on avait c'était tellement peu de cash qu'on a dû relever, on a fait un vrai site en fait après. C'était plus un business endeavor on va dire. On a toujours été en période de levée en fait, on a toujours travaillé sur des dossiers. Mais du coup on a levé à ce moment-là avec ILP, qui était déjà là au premier tour. Ils étaient rentrés ceux qui co-investissent avec East. En fait c'est on a un représentant de l'ILP juste là, Sébastien. Bonsoir.
donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je vais sur l'ILP, mais il y avait On parlera de l'ILP. Ouais, on peut en parler. Ouais. Là, t'es revenu plus avec l'impossibilité de lever avec des fonds parisiens, parce que c'est vraiment, je pense, la première crise de confiance dans un marché qui se voulait super prometteur, la food tech, tout le monde voulait investir là-dedans, et paf, t'as des qui se cassent la gueule assez rapidement, les restos qui sont pas payés, les livreurs qui sont pas payés, les gens disent, enfin les investisseurs disent non, on coupe quoi. Donc, alors qu'avant c'était le truc le plus hype des actions levées, c'était. Il y a plein d'articles, la food tech. C'est ça. Ouais, donc l'ILP, donc levée de fonds, en fait on nous a proposé de faire une levée de fonds assez déséquilibrée, on va dire. Nous on se rendait pas compte à l'époque en termes de fonds propres versus equity versus dette, pardon. Et en fait, parce qu'on pouvait le faire, parce que l'avantage de Fetch, c'est qu'on était quand même relativement connu au niveau local et régional, et du coup on avait un accès aux banques que par exemple des startups à Paris ne peuvent pas du tout faire ça. Pareil avec la BPI, nous on allait voir BPI, avec notre notoriété, on levait, pas en claquant des doigts, mais pas loin, on avait 3-4 banques aussi qui travaillaient avec nous. Et du coup, ce qui paraissait être un bon plan, en fait, c'est pour ça qu'on parle sur la fin en 2018, ça a joué. En fait, on s'est retrouvé à. Alors Lou, sur la partie financière, tu pourras en parler, mais en tout cas, en termes d'équilibre, c'était catastrophique. Et c'est parce que du coup, on nous a dit, mais prenez 200 000, nous on va faire 200 000 avec IS, en OC, un peu d'equity, et puis le reste, vous blindez de banques, parce que vous pouvez le faire. Mais alors c'est sûr que pour un fonds, c'est sympa, parce que du coup, ça peut faire des effets de levier et d'investir moins avec une boîte qui a plus de cash, mais moi, voilà, c'est un de mes regrets aujourd'hui, c'est de ne pas avoir poussé pour essayer de chercher plus plus de fonds propres. La deuxième augmentation de capital, vous avez combien en equity? Equity, c'est en action. Ouais. C'était dilutif. C'était 105. Et en dette, non dilutif. 200, 500. 200 en equity, investi par liste et ILP. C'est ça. Et 500 avec de l'OC dans les 200. C'est dans les 200, donc c'est 500 en dette. 500, je mets les OC dedans. Donc 200, 500. Donc là, vous étiez, la première levée, c'était pas grand-chose, 30 000. C'était rempli. On avait récupéré de la dette aussi sur le premier. On avait 100 000 au total sur le premier. Donc en gros, là, vous étiez à 800 000. 830 000 c'est ça. De levée. Ouais. Mais avec 600 000 de dette, quoi. Avec 600 000 d'emprunt. Ce qui est pas bien. C'est ça, comme tu dis, on en reparlera. Je pense après, sur le court terme, sur le court terme, on est très content parce qu'on se dit, voilà, on s'est fait dans le capital, on conserve à peu près les pourcentages qu'on avait initialement, mais a posteriori, on s'est rendu compte qu'avoir un ratio debt-equity largement positif, c'est pas forcément une bonne chose, même pour un potentiel repreneur. La dette, il vaut mieux la garder quand on a besoin, en fait. Et là, c'est important. Quand tu vas lever auprès d'une banque, on va dire, là tu as dit presque 600 000 € de dette, du coup, quelle garantie te demande? Nous, en fait, c'est la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait zéro garantie. Donc c'était ça sur la boîte. Mais ça, c'était avant Fetch. Maintenant, il faut hypothéquer. Non, mais je pense qu'ils avaient. C'est un pari aussi pour eux, mais c'est vrai qu'ils ont fait confiance. Il y a plusieurs sécurités déjà pour eux aussi. Ils le font à plusieurs, mais ils ne le font jamais tout seul. Il n'y a jamais une banque qui va mettre 200 ou plus. Il y a la BPI qui garantissait 70%. C'est ça. Ça, c'est la deuxième sécurité. La première sécurité, c'est de faire un pool bancaire où chacun investit, chacun pas investi du coup, mais prête 100 000. Et après, effectivement, la deuxième sécurité, c'est la garantie BPI. C'est que la banque publique d'investissement, la BPI, garantit ses prêts. Grosso modo, c'est le contribuable qui paye à la fin. Oui, c'est-à-dire que c'est les impôts. C'est ça. Et après, il y a aussi des garanties. La BPI, elle te garantit 70% de ce qu'elle te prête ou aussi ce que les autres banques te prêtent? Non, ce qu'elle prête, mais chacun a sa propre garantie. Certaines banques ont d'autres garanties européennes aussi, autres que BPI, qui peuvent aller encore plus loin, donc qui diminuent encore le risque. Et derrière, il y a les garanties de nantissement en fonds de commerce. C'est un peu du fait que ça. Ouais, c'est ça. Mais après, les gars, vous aviez quoi en face colonne actif, on va réfléchir simplement. À part juste la trésor du prêt, vous aviez quoi? Pas grand chose. Ouais, nous on était intermédiaire, donc comme je dis avec les parties. En actif, on était très très bas. On était vraiment très bas. On avait juste la valeur mobilière de nos différents achats, mais on en avait très peu. Les vélos, ça va.
Bah, c'était pas nous, on n'avait rien. Ouais, moi je me suis fait le fruit des deux. Mais on avait très peu d'actifs. Oui, parce que c'est une structure hyper légère. C'est ça, c'est ça. Pas de techno, rien. Rien, on n'avait pas. Enfin, si, mais c'était des briques américaines. Au début, voilà, on avait notre premier site, c'était un tracking gear, après WordPress. On n'avait aucun actif. Mais on générait beaucoup de flux de trésor. Comme on encaissait beaucoup de tiers, il y avait énormément de trésor qui passait tous les mois, donc qui se réserve aussi, on va dire, là-dessus. Donc ça jouait beaucoup. Voilà, on ne faisait pas quelques milliers d'euros, on en faisait plusieurs centaines de milliers. Donc ça jouait beaucoup aussi dans les négociations bancaires. Oui, du coup, tu devrais montrer la rentabilité, puis j'en sais rien, la renta 25, 30, 35, j'en sais rien, toute ta renta. Tu dis, ben voilà, nous c'est ça, chaque mois ce qu'on peut t'afficher, donc on sait qu'on te rembourse facile. C'est ça. En un mois, on te gagne 3 modèles d'emprunt. Oui, c'est ça. En fait, même le remboursement de l'emprunt n'était pas réellement le problème. C'est pas le coup près, quoi, qui chaque mois. C'est pas ton pognon en plus. Compte de tiers, c'est pas ton pognon. Comment? Non, tu fais compte de tiers, c'est pas ton pognon. Non, pas du tout. Mais nous, on a toujours bloqué l'argent des tiers chez Fetch. Donc, des restaurants et des livreurs. Suite à l'affaire aussi Take It Easy, on n'avait plus le droit d'utiliser cet argent. On a dû faire un dossier à la CPR, donc l'autorité de contrôle de prudentiel et de régulation de banque. Demander à une autorité étatique d'encaisser l'argent des restaurants et des livreurs, mais de l'affecter à des comptes, ce qu'on appelle des comptes exemptés, donc on ne pouvait pas y toucher. Parce que le problème avec la faillite là, de Take It Easy, c'est qu'effectivement c'était gavé sur de l'argent, enfin, gavé je sais pas, mais en tout cas avait utilisé en trésor de l'argent qui leur appartenait pas. C'est une consignation, quoi. Voilà, c'est ça, c'était consigné, on avait bien bossé le dossier, ça fait 200 pages parce que c'est pas une autorisation qui donne comme ça quand même tous les jours, donc fallait quand même montrer patte blanche et montrer qu'on était sérieux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ces 830 000 euros? Enfin, les 600 que vous venez de lever, 700 que vous venez de lever, 600, les 700 que vous venez de lever, plus 500 plus 200, qu'est-ce que vous avez fait? Donc ça, vous les avez levés en quel mois? En janvier 2017. Janvier 2017, 700 000. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On rembourse les prêts. Non, on recrute déjà parce que du coup, c'est vrai qu'on était à un. Tu payes déjà, je crois. Hein. Tu commences à Non, on se paye. On était sur on se payait en mars. En mars, ok, vas-y. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait le plan, c'était. Nous, on voulait lever beaucoup plus. En fait, on était plutôt bien en termes de process. On voulait ouvrir en 2017 10 villes en 12 mois. Et en fait, avec la levée là, du coup, parce qu'on avait besoin d'autres choses à faire aussi, on a pu en ouvrir que 3, parce que ça coûte quand même de l'argent d'ouvrir une ville, donc il y a déjà les coûts d'ouverture de ville, pas les salaires après, parce que du coup, on est passé à ce moment-là, en 2017, on passe de 5 personnes à 15 ou 16 personnes à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu lever plus? En fait, c'est mon analyse. Mais tu dis que tu souhaitais lever plus. Oui, je souhaitais lever plus. Et pourquoi tu n'as pas pu lever plus? Comme j'expliquais, en fait, c'était assez bouché à Paris. Moi, j'ai vu peut-être 10 ici à Paris. À ce moment-là, c'était. Donc là, on parle de financement régional. Déjà, tu n'avais pas assez de financement dans la région. Ouais. D'accord. C'était limité Mais après, en face, c'est vrai que tu n'avais pas grand-chose. Il n'y a pas de techno en face. Non. Ouais, mais c'est compliqué. On l'avait pas encore. On commence à vouloir faire notre tech. C'est un des gros pôles. En fait, on avait 3 pôles de dépenses. Il y avait la tech, les ouvertures de ville, donc avec les coûts inhérents, notamment les matos. Et la partie recrutement, donc la masse salariale qui était peut-être 70% de ce qu'on payait en cash burn tous les mois. Donc là, finalement, tu n'as pas levé assez, tu commences à ouvrir des villes. Ouais. Donc tu avais déjà Nancy et Metz, ensuite Reims, Dijon, Clermont, ça c'est durant l'année 2017. Ça se fait même en 4-5 mois. Ouais. 4-5 mois. Tu commences à devenir rentable sur Nancy. On est même rentable sur Nancy depuis octobre l'année d'avant. C'est ça. Ouais. Et Metz commence à être bien. Metz, t'es pas loin. Ouais, on n'est pas loin, mais on y est pas loin. Ouais. Donc là, on touche quand même un truc. On a déjà 2 villes rentables, mais il n'y a pas les concurrents. Donc il y a aussi cette notion, à ce moment-là, il n'y a pas encore les gros, les majeurs, pas les petits régionaux. Ils ne sont pas encore là à ce moment-là. Ils arrivent justement quand on ouvre Reims, Dijon, tout ça. Donc là, ils nous target là vraiment. Là, on sent quand on ouvre une ville, le lendemain, ils commencent à ouvrir aussi. C'est vraiment le petit jeu du chat et la souris commence à ce moment-là. Qui arrive? Deliveroo déjà. Ouais. Et ça, t'avais pas peur avec. J'ai toujours pas peur de Deliveroo, mais non, après les concurrents, ça n'a jamais été un. Là, t'as plus peur parce que
C'est pour ça. Non, mais je veux dire, on n'a jamais eu peur, enfin, Deliveroo n'a jamais été un problème sur Fetch. Sur Nancy, oui, je suis d'accord. Parce que moi, je connaissais Deliveroo, je déjeunais avec eux, etc. Il m'avait dit clairement, les Nancéens sont chauvins, désolé de vous le dire. Ils préféraient Fetch à Deliveroo. Ils avaient énormément de mal à développer Deliveroo à Nancy. Ils m'ont clairement dit, on n'y arrive pas. C'est Fetch les premiers. Ouais. En revanche, tu flippais d'Uber. Uber, ouais. Uber, ouais, c'était différent. Ils sont arrivés quand Uber, ils sont arrivés bien plus tard, ils sont arrivés... c'est pas Uber c'est le deal McDo qui fait flipper. Oui, c'est ça. C'est le deal McDo, c'est pas... Enfin, ce qui a changé, ce qui a tué le game dans la food delivery, en gros, c'est le deal McDo qui a eu un avant et un après le deal McDo, clairement. Et là, Uber va racheter son Deliveroo, ou Amazon va racheter, là je parle dans mes projections avant en tout cas, Amazon va racheter Deliveroo pour tuer Uber, sur ce business en tout cas. Mais ça, c'est eu un avant et un après, quoi, clairement. Donc Deliveroo débarque, c'est pas grave. Par contre, tu continues à te développer. Ouais. Ensuite du coup, c'est une phase, j'en parlais en termes de recrutement, c'est moi qui faisais le recrutement, c'est une phase qui est hyper intéressante, même intellectuellement, parce que là je change un peu mon rôle. À ce moment-là, en tant que CEO, je passe de travailler avec eux beaucoup sur la partie concrète, on va dire, du business, enfin le produit, marketing, etc., à plus, une step au-dessus, designer la boîte plutôt. À partir de ce moment-là, quand on commence à accélérer, je suis beaucoup moins dans... Je laisse passer où tu passes un peu aussi directeur opérationnel. Ouais, c'est toi qui as créé le porteur de pizza pour les bébés. Exactement, ouais. C'était bien ça. Puis on recrute quoi, on recrute un launcher, des city managers dans chaque ville, parce que dans chaque ville il y avait un manager. Au market on commence à s'étoffer aussi. Là vous êtes combien à ce moment-là dans la boîte? Une dizaine. Dizaine. Ça commence à être un peu de monde à gérer, du coup il faut apprendre aussi à manager, à créer des process. Ça, t'as beaucoup communiqué dessus, peut-être trop. Je sais pas. A priori, les gens ont l'air de bien aimer. Ça dépend. Mais ok, donc là c'est là où tu communiques beaucoup. Ouais, enfin je le faisais déjà avant ça en fait. Ça c'est plus perso sur ma manière de fonctionner. Je sais que ça dans le podcast déjà avant aussi, assez suivi. Mais non, d'ailleurs ça a été très utile pour certains trucs dans Fetch aussi indirectement. Ouais, la partie là est hyper intéressante parce qu'on apprend vraiment à gérer l'humain, c'est ça qui est assez intéressant parce que moi c'est ça que j'aime bien dans Fetch. Et c'est vrai que là je laisse toi la partie concrète, on va dire. Donc là on a vraiment nos rôles qui s'écartent encore plus en tout cas moi je sais pas comment tu l'as perçu toi, mais c'est ça comme ça que j'ai vu. Ouais, complètement, c'est là où j'ai mis un peu de côté, on va dire, la partie administrative financière. On avait recruté à l'époque un très bon office manager où je lui déléguais beaucoup de choses. Donc ça m'a aidé à prendre du temps pour réorganiser les opérations, donc définir nos process internes, les écrire. Après les optimiser, donc on avait plusieurs protocoles internes déjà aussi pour optimiser nos processus. Il fallait aussi les analyser, donc avant de faire quoi que ce soit pour améliorer notre produit ou autre, il faut déjà des chiffres, analyser et après seulement prendre des actions, faire des tests et après déduire si elle est bonne ou pas bonne. Mais en tout cas, je me suis rapproché des opérations dans cette période-là où tu as commencé à recruter. C'est vrai qu'on avait une personne qui rentrait même toutes les 2 semaines, il y avait une personne. Donc, process d'onboarding aussi à faire. Une personne qui rentre, il faut lui faire un onboarding complet sur l'entreprise, donc que ça soit sur je reparle des process internes, mais aussi notre roadmap, son métier, qu'est-ce qu'elle va faire, l'intégration à l'équipe. Voilà, on avait tous nos process étaient écrits en termes de onboarding ou même de notre travail, notre métier, donc la livraison, comment ça se passe, de la commande jusqu'au client. Et tout ça a été dessiné, écrit dans des longs textes, des docs. Et on avait des bibles un peu qu'on servait vraiment pour les nouveaux arrivants. C'est toi qui as mis ça en place. Bon, tout le monde a travaillé un petit peu dessus. Ouais. À ce moment-là, toi, tu deviens le moteur et toi, tu deviens la tête pensante. C'est ça. Toi, tu restes dans l'ombre. On en a besoin, mais bon, on l'affiche pas. Après, on n'en a pas parlé, mais on a aussi on a eu des contrôles, inspection du travail, URSAF, donc c'était quand même. Il fallait gérer. Je pense que c'est standard au final dans notre activité, c'était pas oui. Mais voilà, c'est des gros dossiers aussi à faire sur une boîte comme nous. Ça s'est bien passé quand même. Oui. Et vous en embêtez pourquoi pour les auto-entrepreneurs ou plus salariés déguisés. Salariés déguisés, c'est bon. C'est pensé en fait qu'on avait. C'était pas qu'on était dans l'illégalité, mais qu'on avait, en tout cas, il n'y a pas de contrat avec les livreurs, comme ça.
En fait, on était hyper surpris parce qu'en fait, du coup, ils nous ont demandé, c'était toi qui l'avais fait, on avait 12 heures pour amener tous les contrats de tous les livreurs. Les gens ils se rendent pas compte, et toutes les factures aussi antérieures. Donc c'était. On avait plusieurs centaines des sacs là, c'était. On l'a joué surtout très réglo en disant on donne bien tous les papiers, ce qu'ils voulaient surtout voir, pour ça fait l'inspection du travail, ils voyaient des livreurs dans la rue, Fetch commençait à être un peu médiatisé, ils disaient on va bien trouver quelques-uns qui vont pas du tout avoir de contrat, pas de statut auto-entrepreneur. Donc je pense que c'était surtout une vérification pour voir si effectivement il n'y avait pas du black. Alors après, on peut déporter un petit peu le débat. Je pense qu'une partie des inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'URSSAF, voient d'un mauvais œil, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, l'ubérisation, en disant vous n'allez pas recourir à des auto-entrepreneurs pour des prestations de livraison, vous devez faire comme Domino's ou autres salariés et livreurs. Donc là, on était presque. Après, c'est mon point de vue sur un débat idéologique, mais qui continue même en Fetch. Uber est dans le collimateur, Deliveroo est dans le collimateur. C'était pas propre à Fetch, mais. Donc ensuite, après. Donc là, vous avez des villes. C'est sur le choix de ville, moi je. Le choix de ville, ouais. C'était. Souvent c'était densité. Après, on a commencé le Carest, on a fait Nancy, Metz, Reims, Dijon, ou Dijon par là. Et après, c'était plus regarder on avait la densité, taille de population, pourcentage d'étudiants, nombre de restaurants. Plutôt dans le nord, parce qu'on avait très peur du sud, nous, on se disait que les gens du sud, dès qu'on voyait que les gens à Nancy, quand il faisait chaud, les gens commandaient plus, enfin moins. Donc on se disait, dans le sud, il fait beaucoup plus chaud, peut-être qu'ils commandent pas, mais c'est ce qui est débile en fait, parce qu'on n'a plus de situation chez eux. Et ouais, donc il y avait beaucoup de critères, je crois. Ouais, parce qu'il y avait des villes sur lesquelles vous ne seriez pas allé. Vous n'avez pas allé à Paris, parce que c'était là, Paris, c'est Ah oui, en fait. Mais il y a d'autres villes, est-ce que Lyon c'était le même cas, Marseille c'était le même cas Déjà sur le modèle de Fetch, nous on savait. On avait développé notre modèle sur des villes de taille intermédiaire, type Nancy, et on ne savait pas, en tout cas on n'a jamais essayé de faire une métropole, donc Lyon, Paris, n'importe quelle grande ville. Strasbourg. Voilà, même Strasbourg devenait un petit peu trop grand pour nous. Qui était bien attaqué déjà. Ouais, il y avait aussi beaucoup de concurrence, mais ce paramètre de taille moyenne, ça nous permettait sur une zone de livraison donnée, en fait on n'avait qu'une seule zone. On n'avait pas plusieurs, on n'avait pas par exemple vendeur une seconde zone, je sais pas, essai. On avait une seule zone et tous les livreurs pouvaient livrer dans cette zone. Il y avait aussi la topographie. Le relief. Ouais, qui était étudié aussi. Vous auriez pu prendre des scooters Ready, je dis ça derrière. Vous aimez bien Ready en plus. On n'achète pas d'actifs. On avait regardé avec Ready, en vrai, pour le B2B on avait regardé. Mais en tout cas, si on devait faire d'autres zones, il fallait réaffecter d'autres livreurs et du coup c'était comme une deuxième ouverture de ville. Il fallait faire connaître la zone, il fallait avoir des restaurants, apporter du volume aussi. Ce qui était une donnée très importante aussi, c'était le nombre de courses à l'heure par livreur sur un shift. Ouais. C'est ça qui était très important aussi pour nous et comme pour eux, c'était de leur apporter. C'est ça. Comme ils étaient payés à l'heure, il n'y avait pas, nous on n'avait mis aucun fixe pour le financier du coup. On a travaillé vraiment là-dessus, c'était sur le minimum de courses à l'heure qu'on leur apportait. Et ça c'était des calculs chaque jour. Une question Excusez-moi. Et qui du coup ce minimum était combien? C'était 5 euros. 5 euros la course. C'était pas minimum, du coup c'était fixe en fait. Tu fais une course, c'était 5 euros. D'accord, mais le nombre de courses que les livreurs faisaient en moyenne? Non, on promettait rien, mais on travaillait pour leur emporter le plus possible. Et c'est pour ça que aussi on effectuait des réunions où dès qu'on voyait qu'il n'y avait pas assez de courses à l'heure, on sentait soit une rétention qui chutait, un taux d'absence plus fort, plein de paramètres qui nous montraient qu'on ne donnait pas assez de courses à l'heure aux livreurs. Mais en tout cas, Nancy et Metz, je parle de villes où il y avait du volume, mais il faut du volume pour pouvoir optimiser des process ou des chiffres. Grâce au volume, à Nancy par exemple, on apportait beaucoup plus de livraisons à l'heure que Uber ou Deliveroo aujourd'hui. Il y avait d'autres raisons aussi, parce que du coup comme on n'était pas forcément full automatisé en techno, on voyait ce qu'on appelait les doublettes ou les triplettes en termes de commandes. Du coup des fois les livreurs recevaient 2-3 commandes, c'était dans un périmètre très proche
dans le même resto et après 3 personnes qui habitaient dans un rayon peut-être de 500 mètres maximum, quoi. Donc ça permettait d'optimiser le taux horaire. Et comme tu as bien expliqué, il y avait aussi l'autre partie que je dirais, c'est que quand ils avaient trop de commandes dans un shift, c'était embêtant aussi pour nous parce que ça voulait dire en fait qu'il n'y avait pas assez de livreurs, donc qualité de service en baisse. Donc c'est ça qui est dur en fait dans Fetch, c'est tu as 3 parties, donc les livreurs, les restos et les clients. Et à chaque fois que tu bouges, c'est comme un triangle que tu bouges, en fait il se déforme et ça impacte toujours les 2 autres en fait. Et c'est un équilibre assez subtil qu'il faut réussir à avoir, donc on peut pas privilégier que le livreur, que le client, que le resto. On peut faire des choix. Donc là, 630, enfin l'argent que vous aviez levé, c'était c'était pour développer les villes, la techno là-dedans. Aussi. Ça c'était le. Qu'est-ce que vous avez développé? Le site. Le site, l'appli est arrivée beaucoup plus tard. Ouais. Donc le site principalement. Derrière, qu'est-ce qui faisait tourner le site? Le dispatch, le machin, toute la... C'est même la géolocalisation était externalisée. Ouais, jusqu'au décembre 2017, en fait, on avait un WordPress avec OnFleet, donc c'est un logiciel qui vient des États-Unis, c'est une solution de dispatch en fait, qui permet d'envoyer des courses automatiquement ou manuellement à des livreurs. Et du coup, on a travaillé là-dessus, Au bout, hein. Ouais, très loin. Et vraiment, notre page vitrine, c'était un WordPress. Ensuite, on arrive 2018. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, 2017, il y a quand même un truc important. Ah si, on a commencé à faire... Parce qu'en fait, on a le gros chantier tech quand même, justement, que tu mentionnes. Ce qui fait, qui en tout cas, selon ma perception et mon analyse, a été ce qui nous a fait du mal en 2018. Du coup, on a travaillé sur comme je disais, on était sur masse sous-financé. Et on est parti sur un projet du coup avec une SS2I à Nancy. J'ai vu dans la salle, c'était Vigint. Ok. Et du coup en fait, Vigint, qui a hyper bonne réputation, à ce moment-là il n'y a aucun problème avec eux. Ouais. Et le truc c'est qu'on était tous les deux assez novices on va dire sur ces gros projets. Parce que c'était pas juste un site, c'était le site, le back-office, resto, le back-office pour nous, l'appli client, l'appli livreur. Donc c'est quand même un gros truc. Et au final, c'est vrai que et les 2 boîtes, hein, pour le coup, les torts sont partagés. Là-dessus, on a sous-évalué le montant de ce projet qui en fait il y avait besoin de travail qui était à fournir. C'était tellement important en fait. En face, nous, c'était Uber et Deliveroo, donc c'est des boîtes qui ont levé des centaines de millions ou des milliards d'euros. On ne pouvait pas s'aligner, on ne pouvait pas avoir la même techno ou se rapprocher de cette techno avec le montant que nous on avait en budget pour faire cette techno. Et on pensait pouvoir le faire, mais c'était pas possible. Et à ce moment-là où c'était levé, à la base c'était 2 millions, puis 5, puis 7. Là nous on est sortis. Parce qu'on a dit que ça va être très compliqué, donc on a proposé aux autres investisseurs de nous racheter. Ils nous ont gentiment racheté. En décembre, ils nous ont détestés. J'ai dit en commentaire comme quoi on était partis comme des cow-boys. T'es gentil. Ils voulaient racheter nos parts. Oui, bon, ok, cool. Ah, je sais pas. Ah, je te dis. Ils nous ont pas aimé. Donc là, vous souhaitez lever 7 millions. Hyper compliqué. Parce que full tech à Paris, dans la région impossible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on reprend de la banque. On reprend de la banque à ce moment-là, exactement. Donc là, je repars en reprend des dates. Ça, c'est en quel moment? Janvier. Janvier 2018, vous prenez combien à la banque? 800. 800. Qui te prête 800 à ce moment-là? Des gens gentils. Non, mais encore une fois, à ce moment-là, il faut se rendre compte. Et on n'avait plus de cash. On n'avait plus de cash en janvier, le 1er janvier on n'avait plus de cash et on a eu l'argent je crois la dernière semaine. Il faut rétro-pédaler pour bien expliquer. On avait, à la base j'avais commencé à chercher un leveur de fonds en juin. En juin 2020. Ouais, t'en avais parlé quand même. Exact. Et d'ailleurs ça avait été reproché par l'ILP pour un truc que je n'avais pas compris. Ici présent. En gros, ce qui s'est passé, d'ailleurs, il y avait pas à ce moment-là, il y avait personne à un moment, c'était assez compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est moi j'ai été voir les fonds, les leveurs de fonds déjà parisiens. Et en gros, à Paris, il y a 3 leveurs de fonds qui sont hyper cotés. Je pense que tu dois voir de qui je parle. Il y en a 3 que c'est vraiment les tueurs. Quoi. En gros, si on les a, c'est déjà une pré-levée de fonds, on est plus ou moins closé. J'exagère un peu, mais on n'est pas loin de la vérité.
parce qu'ils sélectionnent drastiquement leur dossier. Et ces gens-là, ils n'ont pas pris Fetch parce qu'on était sur une vision, selon eux, une taille de marché trop petite avec une ville intermédiaire. On n'était pas une $1 billion compagnie, donc c'est pas cohérent avec ce qu'on voulait lever. Ce qui est tout à fait mathématiquement compréhensible d'ailleurs. Et du coup, moi, tous les autres par contre m'ont dit oui. Moi que je voyais plus pour comprendre un peu ce métier que je connaissais pas. Et du coup je suis revenu et j'ai dit, je te l'avais dit d'ailleurs, on ne prendra pas le lever de fond parce que un lever de fond, si t'as pas le top 3, pour moi c'était inutile. C'est quoi Chausson que tu voulais prendre? Chausson ou Waikin ou Pascal Mercier. Les trois qui sont vraiment très très bons. Et là l'ILP te l'a reproché? Ouais, en fait, c'était un peu bizarre parce qu'après il n'y avait plus personne à un moment chez ILP pendant 6 mois. Samuel Clair était parti. Il était parti. Quand c'est est parti. Donc il y avait quelqu'un. Pourquoi on ne voyait pas? Samuel, on a eu Philippe à un moment. Ouais, Samuel. Il était très, très fort sur ça. Mais donc là, t'as pas réussi à lever. On va accélérer un peu et ensuite on va passer. Là, t'as pas réussi à lever. C'est encore plus complexe que ça en fait. Désolé, mais la tech nous a vraiment fait la tech qu'en 2017 du coup on n'arrive pas à sortir du coup parce que voilà, le but c'est pas d'incriminer bidding par rapport à ça, c'est juste que le projet était mal configuré, on s'est pas entendu sur les manières de pricer, les timings, etc. Du coup il y a eu du retard, ce qui devait sortir en septembre en fait on n'a jamais trop réussi à le sortir. Et encore une fois les torts sont partagés. Mais nous ça nous a fait du mal en fait parce qu'il y avait plein de tools en fait qu'on payait, notamment Netflix, qui devaient être coupés, ça continue à tourner. On avait aussi, il y avait plein de charges en fait qui continuaient, qui des charges variables sur le volume qui était important, clairement. Et donc, il y avait la pression là-dessus. En décembre, j'accélère beaucoup. Ouais. En décembre 2017, moi je commence à voir, on regarde les datas. Il y a certaines villes qui commencent à ralentir, on est encore en bonne croissance mais ça ralentit et en fait on se prend vraiment le pire timing en mars, donc on commence le roadshow, enfin on prépare le pitch deck en janvier-février, on se prépare notre truc avec, on avait pris un lever de fond finalement, on avait pris Nicolas Vallès, tu connais peut-être, à Nuco Luxembourg, qui est un ami du coup et à la fin on va vraiment obligé d'en prendre, on prend Nicolas, on s'entend bien avec lui au moins. Et là tu pars sur une levée de 7. C'est pas 7, il y a eu un moment, mais en fait c'était le vrai montant en fait, qu'on a cherché pendant le roadshow, c'était 4. Et du coup, ce qui s'est passé, donc on a senti le pire timing, en fait, la croissance qui prend un coup dans la gueule, on va dire, en mars. Et au moment où je fais les premiers rendez-vous avec les VC. Et tu expliques à quoi la baisse de croissance? Tu expliques à quoi la baisse de croissance? Deux choses, du coup, on n'avait pas d'app comme a dit Stéphane, donc dans un monde aujourd'hui où ne pas avoir l'app c'est comme ne pas avoir le bac, on va dire, enfin, c'est un ok mais c'est pas bien de l'avoir, c'est putain, il faut l'avoir quoi. Donc ça c'était compliqué. Il y a eu d'autres paramètres aussi, la concurrence, hein, même si à Nancy MS on le ressentait pas trop, je veux dire dans les villes qu'on a ouvertes, ils étaient présents, c'était des tickets de 10 € offerts toutes les semaines chez Uber ou Deliveroo pour prendre en ouverture, sans compter les flyers, les affiches dans les villes. Frais de livraison moins cher aussi. Frais de livraison moins cher aussi à l'époque, donc c'était... Oui, voilà. C'était des fonds, des budgets marketing colossaux en face de nous qui nous ont fait aussi du mal, même si on vend, on va dire, si on a le même produit, ainsi de suite, qu'on essaye de se démarquer par l'image. À un moment donné, si on paye sa pizza 2,50 € et chez nous 12,50 €, je parle de la pizza avec les 10 € offerts, voilà, la différence, tu l'as fait vite. Hein. Et si tu penses que tu devais donner une raison, si tu devais pas refaire l'histoire, mais s'il y avait un élément qui avait pu tourner en votre faveur, je sais pas, peut-être la techno ou juste le budget marketing, c'est quoi qui aurait peut-être pu vous faire rester en fait dans ce milieu-là quoi? Je pense que c'est un mélange de tout en fait. Il faut être avec une concurrence si forte, il faut être irréprochable et parfait dans tous les domaines. Donc que ce soit la tech, les fonds, le marketing, même si tu te débrouilles à faire mieux que les autres, il faut quand même des budgets pour les poser, pour faire voir ta marque. Donc c'est très important. Et derrière les équipes aussi, on a eu 2-3 personnes qui ne faisaient pas le travail. Qui nous ont fait du mal. À Reims par exemple on a viré 2 city managers, là j'étais très mauvais en recrutement pour le coup. Il y en a un, c'était tellement, on n'avait pas les process à l'époque, on a mis 2 mois à se rendre compte, parce que c'était 1 an et demi avant la fin du coup, c'était abandon de poste, le mec il fakeait qu'il travaillait mais en fait il travaillait pas du tout. Et en fait on avait tellement bien lancé la ville avec le launcher qu'il a pu faire illusion pendant les 2-3 premiers mois après que le launcher soit parti.
Et du coup, après, ça nous a mis 2-3 mois de plus à comprendre, sauf que du coup, ça faisait 6 mois où il avait foutu le bordel ou rien. Donc il nous avait grillé dans les BDE, il nous a grillé partout. Et ça tue la ville, hein, parce qu'en fait, dans notre modèle, ça dépendait tellement du city manager. C'était la force et la faiblesse en fait de Fetch. C'était que quand le city manager était génial, comme on avait Dijon par exemple, on battait d'ailleurs pendant longtemps Deliveroo et Uber sur le ville, on avait commencé en même temps. C'était top, mais dès qu'on avait du coup c'était ma faute, je répétais un guignol, on payait les pots cassés et c'était quasiment irréversible. Parce que la réputation, en fait, c'était le référent dans la ville, donc tous les restos c'est lui qui connaissent, les livreurs c'est lui qui connaissent, donc impossible quasiment de retourner. Ensuite, la suite. Vas-y, 2 minutes parce que j'ai un impératif, il faut que je parte. J'ai juste interview. Hein ILP. ILP, bonjour. Très rapidement, je présente ILP, deux petites minutes. Donc ILP, c'est un fonds d'investissement régional. On est basé à Metz, on gère un petit peu plus de 60 millions d'euros d'actifs, en sachant que nos actionnaires sont ni privés ni publics. C'est une importance un peu dans le dossier. C'est-à-dire qu'on n'a pas les ambitions de rentabilité d'un fonds privé, okay, puisqu'on a des participations publiques, la région. Du coup, on a des ouvertures sur des startups, des financements un peu plus larges que les fonds d'investissement privés. Donc le ILP est divisé en plusieurs fonds. On a un fonds de développement, un fonds de capital reprise, un fonds de création d'entreprise et un fonds dédié au numérique. Donc, le fonds dédié au numérique s'appelle le FVNL, donc on gère à peu près 5 millions d'actifs. Et c'est ce fonds qui a investi dans Fetch à 2 reprises. Donc le VNL, c'est un fonds de capital risque, et dans le capital risque, il y a risque. Donc le risque, on l'a pris 2 fois en investissant chez Fetch, 2 fois avec de grosses ambitions de notre côté, parce que nous, en tant qu'investisseurs régional avec des fonds publics, notre seul objectif, c'est la création d'emplois. Voilà. La rentabilité, on s'assoit un peu dessus. On est vraiment basé sur la création d'emplois, qui est forcément le dynamisme au sein de la région. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est que effectivement, quand Fetch est venu nous voir cet été, on était au courant que Fetch engageait une levée de fonds assez importante, 4 millions d'euros, c'est ça. Où nous, on peut investir sous forme d'un bridge, c'est-à-dire on met de l'argent en attendant de la levée de fonds. Sauf que la levée de fonds n'était pas finalisée, il n'y avait pas de LOI, donc des lettres d'intention de la part des futurs investisseurs. C'est même ça, il y a plus loin que ça, je vais continuer. Non, mais parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a eu le relancement de croissance, du coup, le Serial, les 4 millions, on a bien compris que ça allait être quasiment impossible, comme Stéphane l'a dit. En parallèle de ça, du coup, ce qui se sait moins, mais je l'ai dit dans mon article quand même si je n'ai pas dans les détails, on a failli se faire racheter par Just Eat, un autre concurrent. Ça, on en parlera après, mais ça c'est assez intéressant. C'est lié en fait à ce qu'il dit en fait. Ouais, je sais. Parce que derrière, en fait, dans l'idée, ça se rejoint un petit peu. C'est pas des. Mais c'est pour répondre à. Moi, juste parce que comme il doit partir, il faut le calculer, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites sur. Donc voilà, on peut faire des bridges, ce qui arrive assez fréquemment finalement. On le fait lorsque on a des lettres d'intention de la future levée de fonds, en sachant qu'on a un fonds d'investissement, on n'est pas une banque d'investissement, donc on ne peut pas faire des avances de trésorerie, parce que il faut que ça soit vraiment cadré. Nous, on a des exigences au niveau de nos statuts, on est un fonds, comme je le rappelle, ni privé ni public, c'est dans nos statuts, il faut qu'on soit co-investisseur, même dans une 2e, 3e, 4e levée de fonds. C'est-à-dire qu'on aurait pu injecter de nouveau de l'argent si on avait des co-investisseurs qui se mêlaient à nous. Donc, cet été, finalement... Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette phase-là. Et après, il y a eu la phase où on s'est pas fait racheter, du coup, je pourrais expliquer après pourquoi, du coup, je fais rapide. Et après, c'est 3 semaines de cash, et on est venu avec un plan à 300 000 € pour rendre rentable Fetch. Donc on a dû couper, moi j'ai une journée assez horrible où j'ai dû virer 9 personnes, par la Carbosoft, peu importe. On vient voir le jeune Maxime. On nous dit ok, c'est hyper bien ce que vous proposez, c'est très relationnel, vous passez 12 000 TPE. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que c'est ça que moi je reproche un peu concrètement, c'est parce que voilà, j'étais assez agressif, certains considèrent avec ILP, mais moi j'en regrette pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est plus la forme que j'ai reproché. C'était quand même Benoît Boineau, un des DG, je crois. C'est une phase qui était compliquée pour nous, on avait des trucs qui étaient vraiment durs à gérer, humainement, émotionnellement et en termes d'entreprise. En fait, il a juste
pas daigné de me recevoir alors qu'il était a priori, d'ailleurs qu'on venait à Metz à chaque fois. Et à la fin, ça s'est fini avec 4 lignes sur quand même un truc, c'était quand même la boîte quand même qui était peut-être la plus connue ou une des plus connues du moins de la région. Non, mais nous, en tant que on était fiers. C'était plus ça en fait, et je lui ai dit, et j'ai très bien expliqué, je l'ai expliqué en off aussi avec une de vos patronnes, une blonde, je sais plus comment elle s'appelle. Et après, c'est juste, voilà, j'ai donné mon opinion. En fait, le truc aussi, c'est que sur Medium, tu avais balancé sur le fond. J'ai pas dit. Sans le citer. En disant un fond Grand Est basé à Metz, il n'y en a qu'un. Et deuxième article, tu as marqué en grand. Non, c'est pas moi qui ai fait l'article. Je sais. Tu as dit, je n'ai pas peur de le dire. Ouais. L'ILP n'est pas un fonds pour les startups. Pas un bon fonds pour les startups. Pourquoi? Parce que, après c'est ma vision, encore une fois, j'ai pas la science infuse. L'ILP a le droit de réponse. Il a le droit de réponse. C'est juste, je me dis. C'est très bien qu'il y ait des initiatives et heureusement, et moi je suis même si tout le monde n'aime pas en Lorraine malheureusement, je fais beaucoup de choses pour la Lorraine, c'est dur d'investir, il faut comprendre, c'est très dur d'être ici, c'est très particulier et je trouve que c'est juste que vous avez plein de bonne attention, mais vous n'avez pas c'est juste que c'est pas votre culture en fait. D'ailleurs vous l'avez dit vous-même, c'est un des fonds, un des 4 fonds, donc tout n'est pas de là. Et en fait du coup ça se matérialise par une problématique qui est simple déjà, et ça c'est pas grave, c'est comme ça, mais il n'y a pas de pont entre le CID et la série A du coup, donc c'est compliqué, quand vous accompagnez, vous faites le premier effort, et après vous n'avez pas le réseau pour qu'il y ait une continuité, donc ça, on arrive là, t'inquiète pas, on est en train de monter un fond qui... Ouais, mais c'est pas du tout que ça n'existait pas en tout cas quand j'étais là. Après il y a eu se faire reprocher des trucs quand il n'y a personne à bord en face pendant 6 mois, et alors que c'est des trucs que j'ai fait, c'est pas cool. Sébastien était en train de ramer, je t'assure. Non, mais il y a un changement de présidence au sein du fonds ILP fin 2017, avec forcément des conséquences dans le recrutement, dans la réorganisation du fonds. Je suis arrivé au mois de janvier où il fallait un peu remettre à jour les lignes, le suivi, tout ça. Il n'y a pas effectivement d'investisseurs qui titraient pour du suivi. Il y avait quand même un suivi juridique, financier, autour de plusieurs personnes. Nous, on était disponible à tout moment pour recevoir ce qu'on a fait pour de nombreuses lignes de portefeuille. S'il y avait des difficultés, il fallait déjà revenir vers nous. Juste, les gens vont dire que c'est pas l'ILP, c'était juste mon point de vue à moi. Oui, non, mais c'est sûr. Après, dans l'article, à part le titre. Oui, ça c'est la presse. Je suis d'accord, c'est journaliste. On vient me parler, mais dans le fond, finalement, tu dis des choses vraies. On a un problème de financement dans la région. Voilà, on est un fonds régional, on n'a pas la vocation à être un fonds parisien avec, comme tu disais, des dizaines de millions d'euros, des choses comme ça. Après, on a investi déjà à 2 reprises dans l'entreprise et on y a investi parce qu'on y croyait. Et à ce moment-là, avec ce besoin de 300 000 euros, on pouvait pas suivre. Pourquoi? Parce qu'on a des obligations statutaires avec des co-investisseurs. Mets-toi à la place d'investisseurs aussi. Ah, mais on les avait les co-investisseurs en plus. Ouais, mais mets-toi à la place. T'arrives, tu te dis voilà, j'ai besoin de 300 000 balles, je ferme toutes les villes sauf Metz et Nancy, et je deviens rentable sur Metz et Nancy. Non, c'est compliqué ça. Et d'ailleurs, moi j'ai jamais reproché sur le fond. Au dernier moment, en plus, il te restait quoi? Combien de jours de cash? 3 semaines. 3 semaines de cash. T'arrives, tu fais 300 000, je ferme tout et que Metz et Nancy. C'est pas arrivé, on s'est pas arrivé un matin, c'est parce qu'il n'y a pas eu la levée et après il n'y a pas eu le rachat. Non, mais je sais. Mais mets-toi à la place d'investisseur. Après, vous avez investi 80 000. Ouais, mais 150. 150, voilà. Tu as investi 150, tu dis si je remets 300. Je suis juste Nancy-Metz. Tu deviens les 300, ouais, je sais. Mais tu deviens une TPE ou quoi? Il n'y a plus l'espèce de croissance que tu espérais, etc. Tu deviens une petite société de livraison. Mettre 300 000 là-dedans, comprends investisseur. Moi, je suis investisseur, je t'aurais dit ouais, je t'aime bien. On savait que c'était très risqué, qu'il y avait très peu de chances d'investir. Après, ce qui est intéressant aussi, au-delà de ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas trop de ponts, CID, série A, je veux dire, dans la région. C'est vrai. Et ça peut être intéressant de déjà travailler là-dessus. Mais moi, j'ai le souvenir aussi qu'on a été bien accompagné par ILP quand Samuel était présent. Moi, j'ai changé beaucoup avec lui aussi. C'était quelqu'un de très compétent au sein de l'ILP. Très carré. Très carré. Et je pense que c'était augmenter peut-être la cadence des rendez-vous avec des startups, même si on envoyait des tableaux de bord, je veux dire, mensuels. C'est vrai que c'était au reporting, vous étiez tous les exemplaires. Mais voilà, je pense que
peut-être aller plus dans le fond avec la start-up. Après, je ne sais pas comment vous fonctionnez en termes de personnel attitré à chaque start-up. Il faut avoir aussi le temps de bien les comprendre toutes et c'est plus difficile. Le remarque que tu fais, c'est exactement ce qu'on a appliqué depuis l'année 2018. C'est qu'aujourd'hui, une start-up qui se présente, on a un suivi qui est complètement différent de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, on a vraiment accentué le suivi. Il n'y a plus des... Et l'analyse aussi. Et l'analyse aussi. Et l'analyse, bien sûr. Analyse et suivi, effectivement. Où voilà, on a des exigences aussi de la part de nos actionnaires, même si on n'est pas là pour être rentable. Il faut quand même qu'on ait une certaine rentabilité pour pouvoir réinvestir, ainsi de suite. Bien sûr. Et du coup, effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai travaillé dessus avec Benoît Voineau, justement, pour améliorer tout le process. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que Benoît Voineau n'a pas aussi, pour un petit peu la défense de Fetch, c'est vrai que Benoît Voineau n'a pas, et il le dit lui-même, la fibre start-up. Mais c'est vrai que l'arrivée de Maxime Liégeois, la présence de Sébastien, qui eux ont la fibre start-up, clairement, c'est vrai que ça avait pas mal aidé. Bah, même Maxime qui nous a suivi aussi sur la fin. C'était compliqué pour lui. Ouais, c'était compliqué. Il arrivait dans une situation un peu difficile, mais on voyait qu'il avait déjà les compétences pour avancer avec nous, mais aussi l'envie de travailler dans ce milieu-là de start-up. Il était bien, Maxime. c'était plutôt bien, mais voilà, après on avait, je sais pas. Donc c'était un concours de circonstances. Moi, c'était clairement la forme, en tout cas, encore une fois. Oui, je comprends. Mais après, c'est mon point de vue, le reste, c'est mon point de La vue. forme par rapport à l'annonce. C'est juste quand tu restes 3 semaines de cash et tu essayes de t'en sortir, du coup, c'est quand même des journées qui n'étaient pas hyper cool, il faut imaginer. Tu t'attends quand même. Tu veux pas le voir. Je ne veux pas mettre de l'argent, c'est quelque chose, mais tu as le droit quand même de recevoir la personne pour lui dire, et lui dire, avoir entre guillemets les coordonnées, de lui dire, écoute mec, je vais pas mettre, comme tu l'aurais fait, enfin tu m'aurais peut-être dit, je vais pas mettre l'argent pour faire je vais la libère. Non, c'est juste ça, du coup, Je comprends, effectivement. moi je suis le premier à l'avoir dit, mais je suis pas le premier à le penser, c'est pour ça que moi aussi au niveau de la forme, on va dire. Moi c'est juste que moi j'aime bien, je considère que c'est important que la vérité, ce qui se passe ça sorte en fait là. Et après ça peut me faire des trucs de temps en temps. Mais c'est pour ça que je dis que je regrette pas, parce que pour moi c'est important pour l'écosystème, on va dire. Après si vous montrez que vous êtes un bon fond, que vous montez en compétences, etc., je serais le premier à dire aux jeunes qui viennent, parce que moi il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, qui montent des boîtes, du coup parce que le Fetch est assez connu. Et il faut que je puisse dire, moi quand je recommande quelqu'un, il faut que je sois sûr que c'est bon quoi. Et c'est ça le problème, c'est pour ça que souvent je me fais un peu attaquer, parce que c'est ça que j'ai tendance à dire, moi je pense que ça c'est sur plein de trucs, ça c'est bien, ça je pense, et c'est mon point de vue à chaque fois. Et les gens prennent, c'est comme si je suis pas Dieu, j'ai pas la science infuse encore une fois. Mais j'ai un point de vue parce que j'étais dans l'écosystème et je pense que j'étais dans les gens qui ont fait plus bouger les trucs les 3-4 dernières années, donc je considère que voilà. T'as la lab aussi qui est pas mal. Ah bah Julien, c'est la startup la plus rentable ce soir. 1 million par an. Eux ils sont rachetés, ils sont à Paris maintenant. Oui, ils sont fait racheter. Ça fait partie justement de ton titre. Il y a peu de startups qui réussissent en Lorraine. Et en plus Julien c'est un pote. Il faut faire gaffe mec. Balance pas ça, c'est pas cool pour les autres. Moi je dis pas ça en mode. Il y a un super scooter derrière toi, un numéro 1 du marché. Ah oui, non mais. Ça marche bien quand même, non? Quand je dis très peu de startups, c'est plus mon point de vue. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec l'écosystème qu'on a, les écoles qu'il y a. Il manque certaines choses. Il manque il faut tourner ça différemment. C'est juste que, clairement, dans ton article, manque de financement, entièrement d'accord. Des bons entrepreneurs, entièrement d'accord. Mais il ne faut pas réduire ça à juste ça. Mais là, tu parles d'un. Tu as raison, Boursorama, on en parle tout le temps, ça fait 10 ans, mais tu as quand même des beaux trucs qui ressortent. Des belles boîtes qui ressortent et on est sur un début d'écosystème. Je te rappelle que Lorentech, c'est il n'y a pas très longtemps. On a été labellisé French Tech en 2015. Donc c'est quand même, c'est un début, il faut y aller doucement, etc. Toi, tu fais partie des startups qui sont sorties, c'est très bien, bravo pour toi. Mais quand tu fais ça, ça fait un peu, ça englobe comme dire l'ILP, c'est un fonds d'investissement pas bon pour les startups. Concours de circonstances d'un changement de direction, un Samuel Claire qui se barre, le suivi était bien fait. Le suivi était bien fait. Et ensuite, il faut aussi qu'ils apprennent à faire. Donc, réduire l'ILP en disant c'est pas un bon fonds pour les startups, moi je suis pas forcément tout à fait. Après, c'est une phrase qui est prise par Louis. Je sais, mais faut faire attention. Toi justement, qui aimais beaucoup parler, tu aurais dû savoir que si tu dis ça, pas beaucoup de startups en Lorraine, titre du journal. Et l'ILP pas bon fonds pour start-up, titre dans l'article. Ils ont là. Oui, bien sûr.
Parce que après ça fait mauvaise presse. Mauvaise presse pour l'ILP, alors c'est faux parce que c'est quand même un fonds qui est très actif aujourd'hui, bon, moins que nous évidemment, très actif aujourd'hui dans la région, et qui investissent quand même bien et qui investissent des plus gros tickets que nous aujourd'hui, et réduire, et surtout qu'aujourd'hui dans tous les médias on dit ouais la Lorraine c'est un peu discret, etc. Si tu balances toi un truc comme ça où tout le monde va reprendre l'article, soit justement tu as fait partie de cet écosystème t'a apporté des choses, je pense qu'il faudrait que tu sois plus cool avec l'écosystème. Et alors tu le fais, tu parles, tu fais des trucs, etc. Mais casse pas du sucre sur l'écosystème. Parce que Fetch a fait du mal, parce que vous avez perdu 1,2, vous avez perdu 1,2 million. Fetch ça a fait du mal aux startups. Aujourd'hui je pense que les startups vont avoir un peu plus de mal à lever dans la région. Enfin, avec la banque. En banque. Ouais, les banques, en banque, donc les BPI vont avoir un peu plus de mal. Elles vont avoir un peu plus de mal. Et en plus, si les startups vont avoir plus de mal, et en plus quelqu'un qui adorait justement communiquer dit bah en fait en Lorraine c'est pas ça. Ton titre c'est à peu près ça. Enfin, en Lorraine c'est pas ça. Le titre de la presse en fait. Ouais, mais ça reste quand même le truc. En Lorraine c'est ça. Je pense que pour les gens qui sont là, qui ont des startups. Après, les gens qui me connaissent individuellement, ils savent aussi que je suis le premier à aider toutes les boîtes qui me clairement, parce que tu connais individuellement. Merci, à bientôt. Indirectement, on n'est pas là pour faire le procès. On doit te donner ton avis sur les projets, je te donne ton avis sur ce que tu fais. Pour rebondir justement sur l'augmentation de la difficulté de lever dans la région suite à notre fermeture ou autre, quels que soient les articles ou les avis des banques investisseurs. J'allais dire, si c'était pas nous, c'était quelqu'un d'autre. C'était pas un bon mode, c'est pas grave. Comment ? Enfin, le mode de financement n'était pas bon. Voilà, le mode de financement n'était peut-être pas bon, mais c'est aussi ça qui va améliorer l'analyse, on va dire, chez eux, que ce soit pour les investisseurs ou les banques, de manière à choisir vraiment ou à placer différemment l'argent et nous aussi à ne pas faire l'erreur d'emprunter autant. Ces erreurs-là seront plus faites à l'avenir. Enfin, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet parce que je parlais avec des gens qui parlaient justement de subventions, de prêts bancaires, etc. Mais à un moment donné, il ne faut pas trop s'endetter. Sur le jour où tu génères du chiffre d'affaires, il faut le rembourser. Et ça, c'est pas investir dans la masse salariale et c'est pas investir dans la recherche et le développement. Et nous, on a toujours été plus créatifs et même plus productifs quand on n'avait pas d'argent. C'est ce que je dis tout le temps, les gars. C'est l'adversité. Voilà. À la fin, même au marketing, quand j'avais repris le pôle à la fin, on avait très peu de budget market. Ils avaient divisé par 2, mais il fallait faire le même chiffre à la fin du mois, donc c'était grave. C'était très fort marketing. C'était difficile, donc on va toujours chercher plus loin. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose de. Je ne vais pas dire de ne pas lever, il faut, si on veut accélérer et prendre un marché en tout cas, il faut lever des fonds. Mais si on n'a pas de concurrence, qu'on a un produit de niche et qu'on a, on va dire entre parenthèses, le temps de se développer, il faut prendre ce temps pour réfléchir et aller chercher des idées que les concurrents ou autres n'ont pas. Et chez Fetch par exemple, le marketing pour, on va dire, réduire le coût de marketing sur l'acquisition et la rétention, on pratiquait ce que j'appelle un marketing émotionnel pour augmenter le referral, le bouche à oreille tout simplement. Donc, je vais vous donner une idée market qu'on avait eue, c'était envoyer une lettre personnalisée à nos top clients avec un bon d'achat dessus, mais écrit à la main avec sa commande préférée du jour, enfin des choses comme ça. Pour contacter la presse, on avait offert les croissants le matin avec nos sacs Fetch à toutes les presses de Nancy par exemple. On leur avait fait livrer à 10h 20 croissants dans chaque bureau. C'est des petits détails qu'on n'aurait pas eu si on avait l'argent à dépenser dans AdWords ou Facebook Ads ou autre. Ça, il y a un sujet que j'aimerais aborder, je pense que ça peut intéresser les gens parce qu'ils se posent souvent cette question-là, c'est Just Eat. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Fetch a été approché par Just Eat pour un rachat potentiel. C'est vraiment même de janvier 2017 le premier. Voilà. Et donc, justement, souvent les gens se posent la question, mais si un concurrent vient me voir, qu'est-ce qui se passe? Et vous, mauvaise expérience. Parce que c'est mal fini après l'expérience. Parce que après il y a des relations, je sais qu'il y a des relations entre différentes sociétés et votre preneur, parce que vous avez été repris par Estoin, Stuart, La Poste. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
Juste parenthèse, je crois qu'il y avait une question tout à l'heure. Ah, pardon, madame. On revient en avril 2016. Désolé. En fait, juste une question, on parlait à ce moment-là du nombre de livraisons par heure, tout ça, au niveau statistique. Je me suis toujours posé la question, Fetch ou même Deliveroo, je ne sais pas si c'est acté ainsi ou c'est des livreurs à vélo. Est-ce qu'il y avait des contrôles de genre un scooter ou parce Alors, que Deliveroo, ici, ils sont à vélo, à Paris, les vélos, t'en vois pas. je sais pas si c'est acté dans les contrats. Maintenant, les contrats sont libres parce que la concurrence est tellement élevée. Enfin, maintenant, ils sont plus que 2, mais il faut tellement de livreurs qu'ils sont obligés d'aller chercher des livreurs en vélo, en voiture et en scooter. Donc c'est autorisé Maintenant, c'est autorisé, en tout cas, eux, ils veulent. Sauf erreur de ma part, pour le transport avec des véhicules motorisés, il faudrait des agréments. Mais une licence, justement, que offre Védric, si vous achetez un scooter, c'est faire Paris. En tout cas, nous, on était sans vélo. Et vous aviez un contrôle, une possibilité de contrôler ce genre de choses ou pas? Parce que vous parliez de famille avec les livreurs, Oui, bien sûr. Une relation de confiance Complètement, on avait totalement confiance et même sur notre outil de géolocalisation, on va dire, on voyait très vite si quelqu'un allait à 30 km là. On avait un manager de chaque ville qui s'occupait de, entre parenthèses, manager les livreurs et les rencontrer, ainsi de suite. Et non, ça aurait pu se voir très vite. On revient sur Just Eat. Ouais, c'est important ça. Parce il reste pas trop de temps. Donc, Just Eat, parce que ça c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une boîte qui s'approche de nous? Comment ça s'est fait Ouais, donc ils nous contactent par mail, alors c'était décembre 2007 ou janvier 2017, donc on a que Nancy Metz à ce moment-là, et logiquement voilà, c'était un moment où on était petit, donc c'était une opportunité pour eux de racheter une boîte pas trop chère qui commençait à bien marcher. Nous on les a vus en 2017 peut-être 3-4 fois, donc tous les 3 mois on va dire, et c'est vrai qu'en fait vu qu'on les battait dans les villes, à chaque fois qu'on ouvrait une ville on commençait à les battre aussi, c'est pas qu'on les prenait de haut, mais nous on faisait pas Fetch forcément pour, enfin en tout cas moi, répondre différemment, mais moi c'était vraiment la progression personnelle qui m'intéressait, c'était pas l'argent, moi je joue au poker avant, je gagnais plus au poker que dans Fetch, donc c'était pas le sujet, mais donc on a continué. Et par contre, quand il y a eu les problèmes quand on est sorti à partir de février-mars cette année, et là ils sont revenus, leur petit chèque, avec toquage à la porte tous les 3 mois, là on a dit justement, là on peut commencer à écouter. Là. Ça nous intéresse de voir peut-être pour tester sur une ville ou une entrée au capital majoritaire, minoritaire, enfin on peut discuter. Et après du coup, je peux expliquer peut-être la data room qu'il y a eu. C'est ça, donc on les a rencontrés à Paris plusieurs fois et après on a dû leur donner tout un tas de documents pour faire... Ça tu flippes à ce moment-là ou pas? Non, tu flippes pas. Rien faire avec ça de toute façon. On avait signé aussi un NDA, donc après c'est responsable des accords de confidentialité. Mais je veux dire, tous les documents qu'on leur donnait... Non mais ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent finalement. Comment prouver après que les informations ont fuité vers nos concurrents par leur intermédiaire? Mais en fait, on n'avait pas peur de donner certains documents parce que de toute manière, même s'ils les utilisaient, ils les utiliseraient peut-être pas de la bonne manière. Tu disais à ce moment-là mon savoir-faire. Voilà. Parce que tu pouvais pas vendre un bilan aussi en même temps. Mon savoir-faire suffit. Donc je peux lui balancer mes trucs parce que de toute façon je sais mieux faire que lui. Voilà, c'est ça. Et donc on n'avait pas peur de donner des données, même les données chiffrées. De toute façon, on était obligé de les donner pour avancer dans cette... C'était quand est-ce que tu lui as donné? Avril. Mais quoi? 2018. Donc là, ils avaient en visu que en termes de trésor, c'était pas le top. Ils n'avaient pas la trésor. Là, c'était les derniers documents comptables dont on leur a pas donné, c'était vraiment ça sur la fin. Mais on donnait tous les documents, on va dire, opérationnels, donc temps de livraison, qualité de service, enfin des données comme ça, des nombres de livraisons par ville. Donc là, c'était de la donnée technique, mais pas comptable. Non, pas comptable. C'était stratégique aussi, je pense. Voilà, il y avait toi, tu acceptes de prendre. Donc, tu as donné. Justement, quand je te parle de fait de donner la donnée, c'est la donnée comptable. S'il l'avait vu. Oui, ça c'est un peu con de la donner celle-ci, mais. C'est ça. Exactement. Il ne faut pas la donner, en tout cas jusqu'à la fin, si la santé financière n'est pas bonne, il vaut mieux pas la donner, c'est sûr. Et ça leur a pas mis la puce à l'oreille que tu donnes pas la. Ils vous l'ont demandé à ce moment-là? Non, je crois pas en plus. Non, moi je faisais les calls avec Gilles, le CEO de Just Eat France, et voilà, ils me sondaient, moi je disais juste, ils savaient qu'on était en levée de fonds en tout cas. Donc ils se doutaient qu'il y avait souvent quand t'es en levée de fonds, t'es en fin de cash, on va dire quand même. Pas pour tout le monde, mais en tout cas nous, on avait un business qui faisait que c'était très générateur, des consommateurs de cash.
Donc il y avait au moins, voilà, c'était une situation peut-être compliquée. Et donc du coup c'était compliqué l'école parce que ça faisait d'un côté j'ai la levé qu'avance, donc je disais voilà j'ai mes 2e, 3e, 4e meetings, c'est en train d'avancer, mais en même temps on n'est pas fermé, mais il faut acheter vite quand même parce que si on lève par contre la value elle fait x4, en gros 4 ou 5. Donc il y avait en fait c'est comme ça que moi j'essaie de jouer un peu la concurrence parce qu'on n'avait pas un deuxième acteur pour acheter sérieux en fait, au même montant en tout cas. Donc l'erreur c'était de pas d'avoir de concurrence en même temps. Un peu de mytho, un peu de machin. Tu peux, mais ouais c'est un jeu qui est assez compliqué. Moi j'avais lu justement, quand j'aime bien faire un des bouquins de référence justement sur les exits pour bien comprendre justement c'est comme quand tu lèves des fonds, c'est un petit peu déséquilibré. En tant qu'investisseur t'es plus habitué de gérer les fonds que moi par exemple. Et avec un exit c'est pareil. Donc parce qu'ils font que des rachats externes. Donc ouais, c'était un jeu un peu pour les poker menteur, pas trop. On donne des infos, on essaie d'être sexy, en même temps élevé, enfin c'était assez intéressant et ça allait vraiment très loin parce que du coup la France on l'avait convaincu, lui il voulait nous racheter, c'était acté pour eux qu'ils rachetaient Fetch. Et en fait ce qui a bloqué, c'est là que c'est dommage pour nous, mais en fait c'est la vie. Ça allait, on n'était pas, mais il y a eu le dernier rendez-vous à Londres avec entre du coup le CEO de Justice France et le CEO de et là ils ont fait 3 heures de réunion pour décider on rachète ou pas un montant voilà, qui était à plusieurs millions assez sympa. Et du coup ils ont dit non tout simplement en fait. Le CEO a pas voulu racheter parce que roadmap ça calait pas, peut-être aussi des synergies stratégiques qu'ils nous avaient dit avec Stuart notamment parce qu'ils utilisaient Stuart pour faire de la livraison. Donc c'était un choix en fait, faut pas se prendre la tête dessus, c'était un choix qu'ils ont fait avec les infos qu'ils avaient à ce moment-là. Donc pas de rachat, problème de cash. Début juillet, ouais. Tu décides d'arrêter. On fait l'article. Tu décides d'arrêter et classe parce que t'avais tous tes mecs étaient payés, etc. Nous, on a à part les investisseurs qui ont tout perdu sauf nous. Ouais, Take It Easy, on voulait pas refaire les prestataires, les prestataires sous compte de tiers ont été payés. Mais pas toutes les parties prenantes. Il y avait notamment encore de l'URSSAF, tu vois, 2-3 factures comptables, nos logiciels qu'on n'avait pas finis. Ça, c'était pas non plus catastrophe. Voilà, c'était des prestats externes. Mais je veux dire, toutes les personnes qui ont travaillé au sein de Fetch, on s'est débrouillé. Pourquoi T'as prévenu assez tard, je crois qu'ils ont été mis au courant le vendredi pour le lundi. Les employés ou les. Ouais. En fait, je l'ai su le vendredi, pourquoi? Parce que c'est le jour où ILP me dit qu'ils mettent pas en fait. Ouais. Donc le vendredi, tu sais que ça crache. Le samedi, j'écris l'article. Le vendredi, tu préviens certaines personnes de ton équipe. Toute la team. Allez, il va. Les refs sont pas dans la. On était ouvert jusqu'au dimanche. Dernière commande dimanche. Dimanche soir. Ouais, du coup, moi je vais. Il y avait des fuites, il y avait des gens qui avaient fait fuiter, enfin bref, peu importe. Journée un peu particulière le dimanche où je vais aller au bureau en cachant un petit peu pour pas qu'on vienne nous embêter, parce qu'on voulait juste que le service se passe bien le dernier en fait, tout simplement, potentiellement. Et l'article se fait, voilà, il y a Nico qui me corrige l'article le dimanche aussi. T'as effacé le nom ILP. J'ai essayé de mettre peut-être un peu plus de forme sur 2-3 trucs. Après c'était habillé, on fait ton article. Ouais, c'était très bien. Et le lundi, du coup, on poste l'article et là ça part en tous les sens. Alors c'était un moment compliqué, mais en même temps c'était très cool de voir le soutien. C'était presque dans le monde entier. Au niveau francophone, en tout cas, j'ai reçu, moi sur mon LinkedIn, on a reçu des mails, toi aussi, des milliers de messages. Et dans les messages là, il y avait quelques messages qu'il fallait pas louper. C'était les concurrents, notamment sur LinkedIn, qui me contactaient. Et nous, on voudrait voir ce qui se passe, quoi. Donc ça allait de Deliveroo avec des offres à la con à des gens comme Restoin qui nous ont fait une offre plus sympa. Comment Qu'est-ce que tu appelles une offre? Une offre à la con? Non, une offre. Une proposition, un deal, quoi, un rachat ou un achat d'actifs, un achat de tout. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dire, mais en gros, moi ce qui était important pour moi, je pense que c'était pareil pour toi, c'était la conservation de Fetch, notamment sur Nancy MS. Parce que pour nous, c'était quand même les habitants considéraient qu'ils avaient un attachement à la marque, on voulait garder. La conservation de la marque, la conservation de la team si on pouvait. Après, il se trouvait que la team, tout le monde n'a pas voulu rejoindre Restoin pour des raisons qui, ils n'ont pas considéré que c'était forcément une boîte hyper ambitieuse, hyper forte.
Mais ouais, on sait bien, là c'était hyper fatigant. Là c'est moi qui avais géré là, les 7 jours avec les avocats. Là je peux peut-être vous expliquer, parce que confidentiel, il y a des trucs que je maîtrise pas, c'est les avocats qui ont géré. Et j'ai passé une semaine en gros, 8h à minuit, voire plus, tous les jours, à trouver un moyen de faire un rachat, alors qu'il n'est pas un rachat exceptionnel. Rachat ou reprise? C'est une la même chose. Liquidation avec reprise Si c'est rachat, les actionnaires ont touché de l'argent. Ouais, c'est reprise avec reprise exceptionnelle. Liquidation avec reprise exceptionnelle. C'est-à-dire que tous les investisseurs ont tout perdu. C'est-à-dire aucun actionnaire n'a eu d'argent. Et on reprend le truc, et là-dessus, vous restez tout petit. Plus temps, il y a quelques employés quand même. Quelques employés, mais vous êtes pris pendant un mois et demi pour faire le on n'est pas ça. Vous n'êtes pas très là. Et là, donc, aujourd'hui, ça donne quoi? T'as pas en parlé, donc aujourd'hui, ça donne quoi? J'étais pas mal content de la transition. Enfin, c'était pas simple tous les jours, mais on a réussi à faire repartir les commandes. On avait peut-être 60-70% du volume avant la fermeture qui a été récupéré au bout d'un mois. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, pour une fermeture. C'est comme si on réveillait un mort, hein, littéralement. Là, pour le coup, l'application, elle est de nouveau là ou pas? C'est l'application Restoin maintenant. T'as des redirections. Il y a quelques bugs sur le site. Ouais, certainement. Mais nous aussi on avait des bugs. Mais non, du coup je sais pas si c'était quelque chose à rajouter, mais c'était intense, c'était dur parce qu'il faisait chaud l'été, il fallait retourner voir les restos. Moi je suis allé dans la rue à Metz, Nancy, et là si les restos étaient fermés. C'était très difficile parce que on avait en même temps donc, le dossier de liquidation qui n'est pas non plus anodin avec l'ensemble des prestataires internes, externes. C'est quand même compliqué à gérer. Et en même temps, il fallait re-signer l'ensemble des partenaires, restaurants plus livreurs. On avait supprimé tous les outils internes, donc on avait des lettres, tous nos outils. Il fallait repartir à zéro, donc on a reconstruit la machine en quelques semaines entières. Et puis après, ça s'est relancé. Mais en tout cas, l'expérience, c'était très intense, très difficile. On pensait que plus de salariés allaient rester, parce que c'était aussi pour ça. Moi au début j'étais pas trop d'accord, rappelle-toi, je me suis dit je sais pas si je vais tenter l'expérience. Il prenait pour un fou au début, parce qu'on disait c'est possible, tout le monde disait que c'était impossible de relancer Fetch en fait, en 2 semaines, 3 semaines. Et même toi du coup c'est la première fois où on n'était pas d'accord, on va dire, sur un truc assez important. Parce qu'en fait on liquide donc l'actif reste là, mais tout le passif est supprimé. Donc c'est-à-dire que ça soit les prestataires, les banques, l'URSSAF, n'importe qui à qui on doit de l'argent, c'est gelé. Voilà, ça va au tribunal peut-être, mais je veux dire, il n'y a plus rien. L'entreprise n'est plus là. Par contre, les actifs, eux, sont négociables avec le liquidateur. Donc, n'importe quelle entreprise qui veut reprendre les actifs, donc l'image, les process internes, la base de données, ainsi de suite, négocie avec le liquidateur pour reprendre l'ensemble des actifs. Il fallait qu'il accepte du coup. Voilà, qu'il fallait qu'il l'accepte. Le tribunal aussi. Ouais. Donc déjà le tribunal doit décider oui ou non si ça se fait ou pas. Et si ça se fait, donc ça a été le cas. Il fallait aussi que les repreneurs négocient avec le liquidateur, ce qui s'est fait. Mais cette partie-là, en fait, nous concernait pas. Mais c'est ce qui me gênait le plus, on va dire, aussi dans cette sortie. Ce qui est gêné, c'est qu'on rouvre et qu'on referme après. Ouais, voilà. C'est genre si le truc est annulé, il y avait plusieurs points. Mais t'avais raison, c'est clair. Quitte à fermer, voilà, on est fermé, tant pis. Et j'avais pas envie de donner aussi mon savoir-faire à une boîte concurrente. Qui, même quand on a travaillé avec elle, on savait qu'on était entre parenthèses sur beaucoup de points meilleurs qu'eux, sur les process internes, sur plein de choses. Même la tech était très... on tombait des nues, quoi. On s'est dit, mais on retourne en arrière, quoi. Ok. Et ça s'est fini le 15 septembre. 15 septembre, terminé. Non mais franchement c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, Fetch. Je vois au tout début quand vous êtes venu me voir et aujourd'hui ce que vous aviez réussi à faire, malheureusement pas comme vous le souhaitiez, mais en tout cas c'est une belle histoire. Si on va juste conclure là et on se va avoir les questions. Un mot pour cette histoire, chacun. Intense.
Ouais, enrichissante. Enrichissante. Pas financièrement, mais. Il y a l'expérience. Vous regrettez? Non, jamais. Vous le referiez? Ah oui, pareil, même si on me dit qu'à la Pareil fin, non. Non mais pareil, dans le sens où on me dit même si je sais la fin, est-ce que tu t'y remettrais? Si tu peux rien changer par exemple, tu devrais le faire pareil, je le ferai quand même pareil parce que du coup, déjà on a créé une super team, on a hyper bien travaillé ensemble. En termes d'expérience personnelle, moi ça m'a changé ma vie. T'as perdu tes cheveux? J'ai perdu mes cheveux, mais je les perdais déjà avant déjà, mais je les ai rasés, du coup j'ai anticipé le truc quand j'ai rasé. Et non, moi c'est incroyable, enfin moi la vie, enfin là je me rends compte d'ailleurs depuis que ça a arrêté, à quel point en fait mes opportunités sont, et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est un petit plus mature que quand je t'ai rencontré, t'as pris plus de barbe. Pas trop de muscles, mais... Non. Ça j'ai pas eu le temps d'aller à la salle. Et c'est surtout l'intensité des échanges qu'on a eu avec l'ensemble des équipes, que ce soit les livreurs, même les restaurateurs, la culture qu'on avait en interne avec l'équipe, elle était très, très forte. Nous on travaille 7 jours sur 7 à la fin. Toi tu travailles 7 aussi. Ouais, beaucoup, mais il y a beaucoup de collaborateurs qui travaillaient. Tu descendais, puis t'avais des trucs qui travailler. Moi je dormais souvent au bureau. Je te croisais. C'est vrai, je dormais souvent au bureau, je rentrais pas souvent chez moi. Mais il y a beaucoup de collaborateurs qui travaillaient, si ce n'est comme moi ou plus, enfin peut-être pas plus, ouais, mais beaucoup par rapport à la moyenne. Ce qu'il dit est vrai, parce que là il n'est pas en train de se la raconter, ce qu'il dit est vrai. J'ai eu des retours de city managers, de personnes bossant chez Fetch en disant que Lou est une machine de guerre au boulot. En nombre d'heures, c'est une machine de guerre, c'est vraiment le terme qui a été utilisé plusieurs fois pour lui. Après, c'est quelque chose qui se travaille en fait. C'est déjà sur son alimentation, sur aussi. Un petit peu peut-être, mais aussi grâce à des outils. Enfin, j'ai toujours voulu essayer de faire plus, toujours plus. Donc, je traquais mes temps de travail sur l'ordinateur. Je travaillais avec 3 ou 4 écrans. DexTime, ça je vous invite aussi si vous voulez augmenter votre productivité. C'est un outil intéressant qui traque chaque clic de votre souris sur tel et tel site, tel et tel outil. Et ça mesure vraiment précisément combien de temps vous avez passé sur Facebook, sur Google, sur tout quoi. Dès que vous lâchez la souris, ça s'enlève. Donc c'est une course à tu voulais mettre sur les employés à un moment, mais c'était. Non, ouais, on a dû regarder légalement ce qu'on pouvait faire. Mais en tout cas, pour revenir sur les collaborateurs, ils étaient très investis, beaucoup plus que dans la moyenne aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce que on vivait tellement quelque chose d'intense au niveau du travail, donc c'était tellement dur qu'il y a des liens qui se créent vraiment avec les équipes, dans le mauvais sens. Donc, je veux dire, psychologiquement c'était dur pour eux, et du coup ça nous resserrait. Et on avait fait des événements, voilà, on sortait aussi ensemble, on allait boire des cafés, des bières plutôt, on allait manger, on faisait la fête jusqu'au lever du jour. Mais on a des belles histoires aussi, les ouvertures de ville sont très intenses. On dort pas beaucoup, et c'est ça aussi, c'est des événements comme ça qui lient vraiment les équipes aussi. Les séminaires, et ces événements-là, il ne faut pas les oublier, c'est ça qui crée vraiment le lien, on va dire, familial, qui permet de... Voilà, les équipes, elles sont là, nous on ne pointait pas quand on leur demandait aucune heure de travail, et elles venaient... oui, bien sûr, mais il y a des personnes qui venaient de 9h jusqu'à 10+, on ne demandait rien, c'était naturel. En tout cas, c'est une belle histoire. Je suis très content que vous ayez rencontré Lou et Nicolas, parce que c'est vrai qu'on entendait rarement parler, et pourtant ils étaient là et ils ont énormément travaillé pour Fetch. Donc c'est une belle histoire. Moi, je pense qu'on peut les applaudir et ensuite on peut les questions.